Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à tous, bienvenue pour cette session numérique santé organisée par les pôles Atlampol Biothérapie, Images Réseau et ses partenaires, donc Biotech Santé Bretagne, Atlampol, Angers Technopole et Centrale Nantes. Je suis Simon Boisserpe et j'ai le plaisir d'animer cette session. On est ensemble jusqu'à 16 heures et aujourd'hui, on va parler simulation jumeaux numériques dans le domaine de la santé. Alors avant de commencer, je vous propose quelques petites consignes, même si on recommence à être habitué au webinar. Donc on utilise GoToMeeting aujourd'hui. Si vous souhaitez poser des questions, vous avez une petite icône chat en fait sur votre interface. Donc vous pouvez poser les questions via cette interface. On les prendra au fur et à mesure. Et puis, vous serez bien sûr autorisé si vous voulez les poser ou abonder ou renchérir les questions. Vous n'hésiterez pas à prendre la main en allumant votre micro. C'est tout à fait autorisé. On va passer à la slide suivante. Alors, le programme d'aujourd'hui, on a décidé en fait de parler de la simulation. C'est un thème qui est pas mal abordé dans le domaine de l'industrie. On parle beaucoup de jumeaux numériques, de maquettes du bâtiment, notamment également dans le domaine du bâtiment, pour faire de la simulation, pour pouvoir piloter en fait différentes applications et simuler en fait eh bien des changements de paramètres et de voir comment ça influe dans le domaine du réel. Et ça, on le fait en virtuel avant de passer dans le monde réel. Dans la santé, eh bien c'est aussi appliqué sur plusieurs plans, tant sur la partie prise en charge du patient. Par exemple sur des interventions chirurgicales, on les prépare en amont, donc ce sera un thème qui sera abordé dans notre présentation, mais également aussi dans le fonctionnement et le pilotage d'un établissement de santé. Et donc on a voulu pour cette session d'aujourd'hui, eh bien vous apporter un regard sur ce qui est actuellement opérationnel, quels sont les enjeux, quels sont les futurs enjeux et innovations qui viendront en conditions opérationnelles dans quelques mois, quelques années. Voilà, donc faire un petit peu de prospective sur le sujet. Et pour tout ça, eh bien, on vous propose plusieurs interventions. Yann Leloiraire de Siemens Infrastructure nous fera en fait justement un état des lieux, un retour d'expérience sur ce qui se fait aujourd'hui, notamment avec le CHU de Nantes. On aura également l'intervention de la société Rennes Teranva qui intervient dans la préparation et chirurgie interventionnelle en endovasculaire. Également, eh bien, un témoignage d'un praticien au CHU d'Angers en neurochirurgie qui utilise cette technologie. Et puis, une visite virtuelle, puisqu'on devait être en présentiel. Hein, comme vous le savez, on a dû basculer un petit peu au dernier moment avec le contexte sanitaire. On vous propose quand même eh bien, une visite virtuelle d'un des laboratoires de Centrale Nantes qui devait nous accueillir aujourd'hui. Donc, Jean-Yves Asquette interviendra pour nous présenter quels sont justement une illustration des travaux en simulation et les outils qui peuvent être disponibles pour les entreprises. Et puis Charlotte Nenny de Biotech Santé Bretagne, relais du pôle de compétitivité Atlampol Biothérapie en Bretagne, nous présentera quelles sont les opportunités actuellement en termes de financement pour accompagner vos projets. Voilà, donc on est ensemble jusqu'à 16 heures. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose quand même un petit mot d'Atlampol Biothérapie et du pôle Images et Réseau. Stéphanie, si tu veux nous dire quelques mots, c'est à toi. Bonjour à tous, donc ravie de cette co-organisation avec le pôle Atlampol Biothérapie. Donc, moi, je suis Stéphanie Géromblet du pôle Images et Réseau, le pôle de compétitivité, donc référent de l'innovation numérique en Bretagne et Pays de la Loire. Alors, notre pôle fédère 250 adhérents, dont 80% de PME, grands groupes et académiques, et on s'appuie sur un comité d'experts aux compétences très variées dans tous nos domaines technologiques sur les deux régions, donc nos domaines techno, confiance numérique et sécurité,
données et intelligence, interactivité et immersivité, matériel et logiciel, réseau et infrastructure photonique. Vous voyez que c'est très large. L'idée, c'est effectivement de travailler au croisement de ces technos, au croisement des filières, sur des domaines d'application qui sont très demandeurs aujourd'hui. On a des axes transverses assez intéressants et importants qui sont sur la cybersécurité notamment, le traitement, l'analyse de la donnée, hein, le volet data, et de plus en plus aujourd'hui le numérique responsable. Voilà, donc je passe la parole à Linda sans doute pour Atlanbol Biothérapie. Hop. Merci Stéphanie. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Linda Guérino du pôle Atlanpol Biothérapie. Nous, on est un des 6 pôles français sur le sujet de la santé. Et donc, notre périmètre d'action se situe dans le Grand Ouest, enfin Grand Ouest élargi, puisqu'on compte aussi la région centre comme périmètre d'action. Donc, on dispose de relais opérationnels dans ces différents territoires, qui sont présentés sur ces slides. Alors, nous, notre expertise, c'est l'innovation en santé, donc tout ce qui va concerner les thérapies innovantes. Je crois qu'il y a une slide après qui présente nos différents sujets. Et bien évidemment, pour mieux soigner les personnes et innover dans le champ de la santé, on a besoin des outils numériques pour mieux identifier les patients à qui administrer la bonne thérapie, pour développer des outils d'imagerie, pour exploiter au mieux ce qu'on appelle des big data. Donc ça, c'est des sujets avec lesquels on travaille avec nos partenaires et en particulier le pôle Images et Réseaux, puisque ça fait de nombreuses années qu'on organise ce cycle d'événements qui s'appelle les numériques et santé. Donc, on est ravis de ce partenariat qui dure depuis, je ne compte plus le nombre d'années, mais ça doit faire au moins 8 ans, je pense. Voilà, donc nous, comme Images et Réseaux, en fait, on a un certain nombre de services. Le but de notre pôle, c'est de développer des collaborations entre le privé et le public, donc au travers de l'accompagnement au montage de projets. Et donc, pour que toute cette communauté se développe des projets, il faut qu'elle se rencontre, qu'elle échange. Donc, on a un certain nombre d'actions et d'événements tout au long de l'année. Et on a aussi la particularité de faire beaucoup d'actions internationales et d'accompagner les entreprises sur des salons. Alors, beaucoup en virtuel en ce moment, mais on a quand même réussi à faire quelques opérations en présentiel les mois derniers. Voilà, en quelques mots. Et donc, notamment Santexpo à Paris ouais, le mois tout dernier. à fait. Ouais, Santexpo, et juste pour terminer, on compte à peu près 220 adhérents à ce jour. Voilà. Merci beaucoup Linda, merci Stéphanie pour ce bref aperçu des 2 pôles de compétitivité. Si vous avez des questions, bien sûr, vous n'hésiterez pas à contacter Stéphanie et Linda. Je vous propose directement maintenant de commencer dans le vif du sujet de la simulation et du jumeau numérique avec Yann, donc directeur Siemens au niveau des marchés France. Yann, c'est à vous. Vous avez à peu près un petit peu moins d'une trentaine de minutes pour nous présenter justement un petit panorama de l'état de l'art de la simulation, des pratiques et comment aujourd'hui vous travaillez avec ces technologies-là au sein notamment du CHU de Nantes en retour d'expérience. Très bien. Et si vous avez des questions, les participants à distance, vous n'hésitez pas à utiliser le chat. Merci. À tout à l'heure. Merci, je vais me présenter très rapidement. Yann Leloir, donc je suis directeur du marché de santé pour la France au sein de Smart Infrastructure, donc qui est une division du groupe Siemens. Alors, ce que je vais vous présenter sera une présentation plutôt très bâtimentaire et d'avancement du numérique ou du développement du numérique et du digital dans le bâtiment et le bâtiment hospitalier en particulier. Alors, j'ai eu un petit problème technique tout à l'heure qui a stressé un peu tout le monde, donc je voulais m'assurer que vous m'entendiez toutes et tous bien. Est-ce que on vous entend très bien. Bon, on vous entend très bien. Voilà. Parfait. Donc, rapidement, je me présente. Donc, voilà, donc je suis directeur des marchés de santé pour la France. J'ai également une autre casquette qui est un peu indépendante. Je suis responsable des marchés de défense pour le groupe Siemens également. Donc, deux sujets. J'ai vu que dans l'Assemblée, voilà, il y avait aussi, entre autres autour du pôle, des contacts autour de l'activité de défense, au milieu de
hospitalier, le milieu de la santé de façon générale, et certains milieux, on va dire, particuliers peuvent être aussi très liés, entre autres autour des sujets de cyber. C'est pas le sujet du jour. Alors, quelques éléments de contexte très rapidement. Le monde hospitalier, un monde en pleine révolution. On a une évolution démographique importante avec le vieillissement de la population et donc les effets induits, un accroissement des maladies chroniques, en particulier liées à l'âge. Donc, ça, c'est un phénomène auquel on va assister et qu'on commence déjà à assister déjà depuis quelque temps. Le développement de l'ambulatoire dans le milieu hospitalier, ça va être aussi un gros enjeu avec cette évolution qui fait qu'il y a quelques années, lorsqu'on allait à l'hôpital, on restait 2, 3, 4 jours, voire plus parfois, après une opération. Aujourd'hui, on est opéré le matin, on sort l'après-midi, voilà, très souvent en tous les cas, et de plus en plus. Donc, ça veut dire aussi des adaptations, des évolutions importantes dans les établissements. Des établissements qui sont contraints en termes de ressources. Alors, les ressources, c'est les moyens humains, les moyens matériels, des moyens financiers. Ça s'est d'autant plus accentué avec la période Covid qu'on a vécue et on a vraiment vu, on va dire, les limites du système et l'importance peut-être aussi de raisonner, de fonctionner peut-être différemment ou en tous les cas je dirais d'une autre façon et en intégrant les nouvelles technologies qui peuvent quand même apporter beaucoup dans les établissements. Et enfin, un point important aussi, l'établissement hospitalier, sa mission première, c'est de soigner, bien entendu, mais en soignant, il doit aussi rester très attractif, et attractif à la fois pour les personnels soignants, c'est un véritable enjeu aujourd'hui, et pour les patients, parce que l'expérience patient devient aussi capitale. Et bon nombre d'entre nous ont entendu ouais, je veux pas être dans tel établissement, la cote est pas très bonne, ou j'ai été mal reçu, ou ça s'est pas bien passé. Alors toujours dans le sujet sur le soin lui-même, jamais, rarement on va dire des choses négatives, mais c'est surtout dans la prise en charge où les patients, lorsque les pathologies peuvent être lourdes, peuvent être très stressés, peuvent avoir des difficultés importantes aussi à se localiser dans les établissements. Et ça, c'est des éléments qui participent, qui contribuent fortement à l'image de l'établissement en positif ou en négatif. Donc ça, c'est vraiment des points essentiels à prendre en charge dès maintenant et bien sûr pour la vie. Alors, les établissements de soins vont donc devoir anticiper tous ces phénomènes en intégrant le digital dans le processus hospitalier. Alors, sur les enjeux de digitalisation, aujourd'hui, l'industrie a fait sa révolution numérique il y a une quinzaine d'années avec le concept d'industrie 4.0. Aujourd'hui, l'hôpital amorce sa mutation, déjà commencé dans le process médical. Aujourd'hui, on est capable d'opérer avec des technologies très pointues, avec je dirais des méthodes qu'on n'aurait même pas imaginées il y a 10 ou 15 ans. Donc on a vraiment des champs d'application qui s'ouvrent et qui vont révolutionner très probablement la médecine dans les années à venir. Par contre, il y a quelque chose qui n'a rien absolument ou très peu changé, c'est le bâtiment. Et le bâtiment ou la gestion de l'activité bâtimentaire aujourd'hui des établissements de soins reste quand même encore très en retard et l'intégration dans les bâtiments aujourd'hui du numérique reste on va dire très limité alors que les enjeux autour du bâtiment sont quand même énormes autour de 3 axes aujourd'hui. La gestion des workflows, bien sûr, donc la gestion des flux. Donc, comment avec l'arrivée de l'ambulatoire, gérer au mieux les flux autour des machines, autour des blocs, autour même des services
dans un contexte le plus fluide possible. Ça, c'est un véritable enjeu. Donc, la gestion des workflows, même au niveau des équipements, identifier l'endroit où on va trouver un échographe dont on a besoin. Voilà, une gestion d'optimisation aussi des ressources. Et puis, deuxième point important, également dans la gestion du bâtiment, ça va être la gestion de l'énergie. On sait que l'énergie, le coût de l'énergie va monter. On sait que les établissements hospitaliers sont très consommateurs, d'une façon générale, le milieu de la santé. Donc, comment faire des bâtiments, des bâtiments les plus économes possibles, de pouvoir faire de l'efficacité énergétique, c'est un véritable enjeu aussi. Et enfin, le troisième axe sur lequel on commence à avoir des enjeux énormes consiste à la gestion de la sécurité. Alors, la gestion de la sécurité va bien sûr de la gestion de la sécurité du bâtiment, gestion physique, gestion, on va dire, des biens et des personnes, mais aussi la gestion de la sécurité dans le sens cybersécurité, gestion de la sécurité des données médicales en particulier, qui devient un enjeu, qui devient aussi une source de ciblage importante des hackers ou on va dire des activités criminels potentiels. Donc voilà, là on a un enjeu important. Et bien sûr la gestion de crise qui devient aussi dans un module beaucoup plus large et qui ne concerne pas exclusivement l'hôpital, mais l'hôpital dans une organisation territoriale, dans une organisation de sécurité publique, un véritable enjeu aussi dans les 2, 3, 5 prochaines années. Alors nous, le positionnement de Siemens, il est assez simple. C'est qu'aujourd'hui, bon, bien sûr, on va se focaliser sur le patient. Ça, c'est le premier point. Sur les soignants, bien entendu aussi. Donc, tout ça pour améliorer, on va dire, les expériences autour des passages dans les services de soins. Mais les établissements de soins, c'est aussi, dans notre approche, la mise en place de systèmes interopérables. Et donc, la première brique que Siemens souhaite aujourd'hui développer sur le monde hospitalier, qui est un monde très cloisonné, entre les services médicaux, les services techniques, les services informatiques, on a une multitude de silos et chaque service presque a son système, son process, ses équipes, et on a peu d'interopérabilité ou pas suffisamment aujourd'hui. Donc nous, notre axe de développement consiste à mettre en place ce qu'on va appeler une plateforme logicielle d'hypervision qui va aller chercher des données à la fois dans le bâtiment, mais aussi dans l'activité hospitalière. Et là, on change de périmètre, c'est-à-dire que le bâtiment qui doit rester la colonne vertébrale de l'activité hospitalière, ne l'oublions pas, devient aussi essentiel dans l'activité hospitalière. Il n'est plus un simple édifice, c'est un bâtiment qui doit s'adapter aux patients au travers de services permettant d'interagir avec l'environnement et d'optimiser bien sûr la prise en charge et de personnaliser le parcours de soins dans l'hôpital pour les patients en particulier. Donc, ce que je vous propose de façon assez concrète, alors déjà de vous exposer un peu le schéma que je vous ai fait en termes de présentation. Alors, il nécessite, je pense, quelques explications de ma part. Donc, aujourd'hui, notre objectif est simple, c'est que la digitalisation passe par de l'interopérabilité. Alors, par le passé, dans le bâtiment, on avait des systèmes qui étaient plutôt dédiés à chaque métier dans le bâtiment. Je prends l'exemple de l'hôpital de Nantes, la phase du MPR, la médecine physique de rééducation qu'on vient de terminer de réaliser sur le CHU de Nantes. À titre informatif, sur le bâtiment,
il y avait 76 logiciels différents. Et là, on a réussi, en mettant une plateforme unique, à réduire ce nombre de systèmes à 43. Donc, on voit l'impact, on voit l'intérêt. Alors, c'est un avantage important, c'est que on ne raisonne plus le métier, mais on raisonne globalité. Et on va aller chercher, à partir d'une plateforme unique, des données qui vont être à la fois sur on va dire la sécurité, alors ça peut être l'incendie, ça peut être la vidéo, le contrôle d'accès, ça peut être la gestion des parkings, ça peut être aussi sur ce qu'on va appeler la CVC, hein, chauffage, ventilation, climatisation, ça va être la gestion de l'éclairage ou des équipements annexes qu'on appelle la couche terrain. Et puis, on va aller chercher des données sur l'activité hospitalière. Et là, on va ouvrir de nouveaux terrains sur la partie plutôt bleue, là, à droite du schéma. Donc, on va aller chercher des données qui vont être purement liées. Alors, on va récupérer des données autour des labos, on va pouvoir récupérer des données autour des services pharmacie, et on va les combiner entre elles pour répondre non plus à une fonction métier, mais à des usages. Et donc là, ça nous amène à de nouveaux périmètres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le digital, c'est plus uniquement prendre de la data, la connecter avec un système et regarder un peu ce qu'on peut en sortir par métier, mais c'est de combiner les données qu'on va pouvoir aller chercher sur le terrain, donc à la fois sur l'activité bâtimentaire et sur l'activité hospitalière, pour pouvoir les utiliser, les combiner et répondre à ces usages que je vais vous exposer sur la partie hospitalière de Nantes. Alors, on a bien sûr, en dehors de cette plateforme logicielle aussi, des interfaces à développer avec le SIH, alors sur des formats HLSAT ou autres d'ailleurs, parce qu'on va pouvoir collecter, je prends un exemple, le bloc opératoire, on va pouvoir récupérer toutes les données de la CVC du bloc opératoire, qu'on va pouvoir récupérer, ramener sur le dossier médical du patient pour avoir une base de données sur qui aura été en mode opératoire, les données qu'on va récupérer tout simplement sur les équipements techniques lors de l'opération du patient. Ça, c'est vraiment très important, parce que ça permet de tracer, ça permet aussi de faire des analyses sur l'environnement des blocs en particulier. Et puis, on va pouvoir aussi s'interfacer avec ce qu'on va appeler l'AD, l'Active Directory, donc c'est plutôt les outils RH, pour profiler les comptes utilisateurs de la plateforme logicielle, de la plateforme d'hypervision. Alors, c'est les profils user, donc en fonction du métier de chaque opérateur, qui soit technique, qui soit infirmier, qui soit médical, médecin ou autre, on va définir des profils users qui donneront accès à chaque métier ou à chaque profil à des fonctionnalités dédiées au métier concerné. Ça, c'est le premier point. Donc, tout le monde utilisera la même plateforme, mais pas pour les mêmes usages. Et puis, enfin, on pourra aussi les utiliser sur le système de maintenance de l'hôpital. Donc, on va pouvoir récupérer des données de l'activité bâtimentaire pour du prédictif en termes de maintenance, pour les intégrer sur la GMAO, donc des outils, on va dire, de planification et de suivi des installations techniques sur l'établissement. Voilà, ça c'est important. Ça permet aussi, on va dire, de sortir des dashboards sur les consommations énergétiques, sur l'optimisation je dirais, de ressources qu'on pourrait faire, bien sûr, en énergie, mais ce n'est pas que le sujet, consommation d'eau, gestion des gaz, on peut remonter tout ce qu'on veut à partir du moment où on a les données exploitables et intégrables sur la plateforme.
dans les protocoles qui vont. Et enfin, on a bien sûr la notion de service qui reste importante, puisque dès lors qu'on met une plateforme logicielle, bien entendu, les services digitaux sont extrêmement importants et pérenniser l'outil à la fois dans sa protection, mais aussi dans ses évolutions est également très important. Alors, je vais vous parler du projet de l'hôpital de Nantes, qui est un projet qui est tout récent, puisqu'il vient de s'achever en grande partie, la phase 1 s'est achevée en janvier de 2021. Donc le projet, c'est un projet d'hypervision. Alors c'est exactement ce que je vous ai présenté ici, hein, c'est l'intégration sur une seule plateforme de différents éléments liés à l'activité bâtimentaire et hospitalière. Mais le concept de ce projet était tout autre. C'est aujourd'hui, lorsqu'on va à l'hôpital, c'est aux patients de s'adapter à l'hôpital. Et donc, le projet sur ce service de médecine physique et de rééducation était inverse. À savoir qu'on a des profils de patients plutôt lourds qui viennent pas en ambulatoire. On a très peu d'ambulatoires dans ce service. Hein. C'est souvent sur des profils patients. On a du cérébro-lésé, on a du neurodégénératif, on a des maladies orphelines aussi, à la fois pour des personnes âgées, des enfants. Donc l'idée du concept, c'est on met un outil à disposition du patient et c'est l'hôpital qui s'adapte à la pathologie, quelle que soit la pathologie du patient. Donc le concept a été de mettre un certain nombre, on va dire, d'applications en place, d'outils, pour pouvoir permettre au patient d'être le plus autonome possible, quel que soit son niveau de handicap. Donc l'idée a été intégrée, bien sûr, alors, on va dire une activité bâtimentaire simple, la gestion de l'énergie, bon, un vrai sujet, comment économiser l'énergie. La gestion de la sécurité, là déjà on a un sujet de vidéo important sur un établissement qui est grand. Pour ceux qui connaissent Nantes, Saint-Jacques, c'est un grand, c'est pas un bâtiment important, c'est une multitude de bâtiments sur un site très grand et qui nécessite pour un certain nombre de patients une certaine surveillance ou surtout une maîtrise autour je dirais du patient, parce qu'on a aussi une partie psychiatrique pas très loin du périmètre du MPR. Et en dernier point, l'environnement du patient. Et là, on a mis en application vraiment le concept d'intégration de l'activité hospitalière, c'est-à-dire permettre aux patients d'être le plus autonome. Alors, je vais vous donner des exemples très concrets. On a mis en place des TMM, ce qu'on appelle des terminaux multimédia, sur lesquels on a mis des applications qui permettent aujourd'hui, je vais revenir sur le slide précédent, le patient peut gérer la totalité des commandes de ses stores, par exemple, et on pourrait gérer la température de sa chambre. Alors cette fonctionnalité, on va bloquer, mais elle est opérationnelle. L'éclairage, il a la possibilité de gérer directement l'appel malade, voir ses réseaux sociaux, voir ses accès vers l'extérieur via Internet, voir de la VOD, voire même des applications de rééducation fonctionnelle. Et donc, ça, c'est dans la chambre et ça lui laisse une pleine autonomie à l'ouverture vers l'extérieur, mais aussi à la gestion de son environnement proche. Premier point. Deuxième application qu'on a mis en œuvre aussi, et ça, quelle que soit sa pathologie, on de préciser, donc on va du patient qui est en fauteuil roulant jusqu'au tétraplégique. Et pour nous, c'est extrêmement important. Alors, je dis tétraplégique, aujourd'hui, on le fait soit par le souffle, soit par le regard, et ces applications sont pleinement opérationnelles. C'est-à-dire que du patient lourd a la capacité de gérer son environnement direct pleinement, et sans apport extérieur, sans faire appel au personnel de soins. Voilà, et ça, c'est vraiment un confort important pour les patients aujourd'hui. Deuxième application, on a mis en œuvre aussi une solution qui permet aux patients de se rendre en salle de rééducation, tout ça.
Alors, les chambres peuvent être au premier étage, la salle de rééducation au troisième. On a mis un certain nombre d'applications sur ce qu'on appelle de l'IPS, Indoor Positioning System, donc géolocalisation, pardon, qui permet aux patients de se localiser dans le service, de prendre les bonnes mesures pour se déplacer et aller seul, en autonomie, vers la salle de rééducation. Alors, ça implique beaucoup d'éléments. Alors, on a bien sûr un outil de géolocalisation. On a l'intégration de l'application, bien sûr, sur un device, donc un téléphone propre au patient, ou sur un TMM qui est fixé sur un lit électrique ou sur un fauteuil roulant, et qui le dirige, l'oriente dans l'établissement pour aller directement dans le service. Cette application permet aussi de commander à distance, sans action du patient, les ascenseurs. Le patient va arriver devant l'ascenseur va venir automatiquement à l'étage où il est, va ouvrir les portes sans action du patient, parce qu'on a mis des systèmes infrarouges pour capter le signal des équipements traqués, et l'ascenseur va l'amener tout seul, sans action de sa part, au troisième étage, où il va continuer de se localiser. Donc c'est une application complémentaire qu'on a mis en œuvre sur le service MPR de l'hôpital de Je vais passer rapidement. Alors, ça, c'est dans la chambre. Donc, les TMM, vous le voyez, un TMM, c'est un grand iPad qu'on met à proximité. Il n'y a plus de télé, on a mis des grands iPads sur lesquels on a ces fonctionnalités à disposition. Donc le patient peut commander ses volets, peut commander la porte également, la porte d'entrée, certaines sont électriques, gère son éclairage d'ambiance. On a les quelques fonctionnalités que je souhaitais vous présenter. Ça, c'est sur le TMM. Sur le smartphone patient, il a bien sûr la fonctionnalité pour l'ascenseur de monter et de descendre. Il a l'appel extérieur, donc s'il a une difficulté à un moment donné, il peut également appeler l'infirmier. Il y a une fonctionnalité de sécurité. Il a la domotique de sa chambre également sur son téléphone. Et en interne, dans le service, on a mis ce qu'on appelle des tableaux de soins soignants, sur lesquels l'ensemble du personnel, dans les soins, dans les salles de soins, peuvent voir en temps réel l'état des chambres, l'état d'un certain nombre d'équipements, en particulier les respirateurs, parce qu'on a aussi beaucoup de chambres qui sont équipées de respirateurs, l'état de fonctionnement ou d'alerte également qu'on peut remonter directement vers les tableaux de soins. L'autre sujet sur lequel on a travaillé aussi assez lourdement, c'est le sujet du BIM, Building Information Modeling. Donc, alors, je pense que vous connaissez un peu le système. Le bâtiment aujourd'hui, en conception sur les bâtiments neufs, sont plutôt BIMisés, c'est-à-dire que les archis aujourd'hui conceptualisent sur un jumeau numérique le futur bâtiment. On le passe en exécution lorsqu'il sort de terre, donc on passe en BIM exécution. Donc pour l'archi, c'est plutôt du BIM conception. On passe en BIM exécution lorsqu'on réalise le chantier avec les génies civilistes, tous les corps d'État, les lots, les différents lots qui sont déployés, les lots techniques en particulier, et on y intègre toutes les données techniques et de construction du bâtiment dans ce jumeau numérique pour des fins d'exploitation qu'on va appeler le BIM exploitation, et qui lui va permettre en interopérabilité de suivre toute la vie du bâtiment et des équipements techniques intégrés à ce bâtiment pendant les 10, 15, 20 ou 30 prochaines années. Voilà. Ça, et le BIM est un vrai sujet, alors beaucoup de monde en parle. Le conception est bien maîtrisé, la réalisation commence à bien l'être aussi. Le BIM exploitation l'est beaucoup moins, beaucoup de théorique, très peu de pratique aujourd'hui pour des raisons complexes, tout simplement de base de données où on doit récupérer des données qui sont fournies
des formats différents. Même si les formats plutôt Revit et IFC sont des standards, aujourd'hui, les compatibilités entre les différents modèles sont assez difficiles à coordonner, et on se retrouve malheureusement avec juste des morceaux de bâtiments bimisés en BIM exploitation, parce qu'aujourd'hui c'est relativement lourd et très complexe en termes de capacité machine en particulier. Alors, je profite également de cette présentation pour vous présenter un deuxième projet également qu'on a réalisé, toujours dans un service. Alors là, c'est un service de médecine nucléaire, donc là, on n'est plus sur la médecine physique et de rééducation, un grand CHU de l'ouest de la France. Alors, je n'ai pas le droit de citer son nom aujourd'hui, parce que le projet n'est pas complètement terminé, on est en train de le terminer, mais en clair, on a des installations sur un établissement, sur un grand CHU de médecine nucléaire. On a 2 TEP scans et 2 gamma caméras, donc des équipements on va dire en nombre assez faible, avec une très très forte demande dans une région où malheureusement les machines devraient être plus nombreuses, mais on doit absolument optimiser au mieux leur utilisation. Donc ce qu'on a mis en place, alors pour la médecine nucléaire c'est particulier, je ne vais pas vous l'apprendre, la médecine nucléaire est très processée. Donc pour nous, c'était plus simple, de fait, parce que le cadre était très posé. Donc le besoin était on va dire, très défini. Lorsqu'on injecte le radiotraceur, on sait que la durée de vie du radiotraceur est relativement faible. Donc la personne qui a été injectée doit passer dans la machine dans un délai de la demi-heure, de l'heure qui suit l'injection. Donc nous, notre principe a été le suivant, à la demande de l'hôpital. Donc l'idée était, le patient arrive à une heure précise dans un parcours qui peut être scintigraphie, bon, différents types d'examens. Ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui, c'est le patient arrive à une certaine heure, et dès lors qu'il est enregistré, dans le processus qui est validé la veille de l'admission du patient, on est capable en temps réel de définir l'heure de sortie. Yann, il vous reste un peu moins de 5 minutes. Oui, je vais faire très vite là. Voilà. Donc, et le système est relativement simple. C'est aujourd'hui à l'arrivée, le patient s'enregistre, il est admis, bien entendu, et on a tout le parcours ensuite en information immédiate. Alors, le patient est informé en temps réel des différentes étapes qu'il va subir, du moins pendant ce passage en médecine nucléaire. Donc, il va avoir les différentes étapes, et il aura en temps réel son heure de sortie. Et ça, cette information est particulièrement importante pour les accompagnants. Alors, ça peut être les taxis, les ambulances, ça peut être aussi la famille qui accompagne le patient, et surtout, ça rassure, ça déstresse les patients qui viennent dans le service, parce que en général, venir en service de médecine nucléaire, voilà, il y a quand même un stress important, et le retour que l'on a aujourd'hui de l'expérience, qui est opérationnel, fait que le patient aujourd'hui et les accompagnants, bien sûr, ça permet d'avoir une fluidité et une meilleure visibilité voilà, pour le patient des différentes étapes de son parcours. Pour les soignants, c'est aussi important parce que on peut avoir des urgences. On peut avoir des urgences, et la difficulté qu'il y avait sur cet établissement, c'est qu'il y avait souvent des urgences. Donc voilà, on programme, on doit injecter. Est-ce qu'on injecte ou pas? Est-ce qu'on est dans le timing, donc dans les salles d'examen? Est-ce qu'on est en avance? Est-ce qu'on est en retard? Est-ce que je décale un patient pour intégrer l'urgence? Donc ça, on laisse pleinement l'autonomie au personnel de soins, mais on fait des propositions. Le système avec des algorithmes permet de faire des propositions et d'identifier pour le personnel soignant une alternative ou la meilleure alternative en termes de déclassement ou de repositionnement ou décalage tout simplement du patient dans ce qu'on va appeler la gestion du flux autour de la médecine nucléaire.
Voilà, ça c'était un élément important, voilà, qui aujourd'hui est duplicable et réplicable dans d'autres services de médecine nucléaire. On en a abordé les sujets avec différents établissements et aujourd'hui, on y voit un grand intérêt aujourd'hui. Alors, pour terminer rapidement, nous, notre vision de l'intégration du digital dans le milieu hospitalier passe bien sûr avec nos plateformes, mais on va aussi chercher beaucoup d'entreprises à l'extérieur, de partenaires avec qui on fait les montages industriels. Et donc, on va aller développer ce qu'on va appeler un écosystème. Alors, je prends l'exemple, hein, l'exemple des terminaux multimédia pour l'hôpital de Nantes, c'était l'entreprise Open, Télécom Santé, vous connaissez certainement pour un certain nombre d'entre vous. Donc, on les a intégrés avec nous dans le groupement que nous avions monté avec Eiffage Energy System. Ils nous ont rejoints dans le groupement. Pour Brest, j'ai une autre start-up qui est venue avec nous, qui avait fait des développements sur des sujets de géolocalisation en BLE en particulier, hein, sur du Bluetooth Low Energy. Donc on cherche en permanence à intégrer chez nous des entreprises dans notre écosystème qui ont des spécialités, puisque Siemens n'a pas vocation à être spécialiste dans tous les domaines, pour pouvoir répondre à ces usages. Et donc, aujourd'hui, dans les montages industriels que nous faisons, nous intégrons beaucoup d'entreprises extérieures. Voilà. Voilà, très simplement, voilà, vous avez mon contact, vous avez le contact. Voilà. On diffusera les slides à l'ensemble des participants et je suppose que vous êtes l'un des points de contact chez Siemens si justement des entreprises souhaitent en savoir plus sur les collaborations et comment être intégré avec vous dans des projets d'ampleur comme celui que vous avez présenté au CHU de Nantes. Si vous avez des questions, les participants à distance, eh bien c'est le moment. Le chat est vide, mais vous pouvez prendre la parole. Hein, vous allumez votre micro et votre caméra si vous le souhaitez. Et vous pouvez poser vos questions à Yann. Stéphanie, tu peux peut-être en profiter pour préparer les slides d'Antoine de Terranva qui va intervenir juste après. Bien, écoutez, pas de questions, Yann, pour vous. Vous restez de toute façon en ligne et il y en aura peut-être à suivre. Je vous propose de passer à notre deuxième intervenant, c'est Antoine Petit, qui est ingénieur R&D chez Terranva. On a parlé avec Yann plutôt du numérique et de la digitalisation du bâtiment et de l'infrastructure. Là, on va rentrer dans le patient avec un retour d'expérience, une présentation de solutions justement de simulation numérique sur les interventions endovasculaires du foie. Antoine, si vous nous entendez, c'est à vous pour 10 minutes de présentation, 10 minutes, un quart d'heure. Ouais. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Donc voilà, moi je suis Antoine Petit, je suis ingénieur R&D pour l'entreprise Terranva et je vais vous présenter des travaux qu'on a réalisés dans le but de fournir un outil d'assistance aux interventions endovasculaires du foie. Donc le contexte clinique de ces interventions, c'est on passe à la slide suivante, c'est donc le cancer primitif du foie, savoir le carcinome hépatocellulaire, qui est voilà une des pathologies majeures pour le cancer du foie et qui en plus d'être très diffuse est aussi très agressive avec un taux de survie de 10% à 5 ans. Et il y a une spécificité malheureuse en Bretagne sur cette pathologie avec un taux de 17 décès pour 100 000 individus contre 12 en moyenne nationale. Il y a un certain nombre de traitements qui existent à différents stades du cancer. Au stade précoce, mais notamment la transplantation, la résection, ou l'ablation, mais ça ne concerne souvent que peu de patients. À un stade intermédiaire ou avancé, il y a des traitements comme la chimiothérapie ou la radiothérapie externe, mais qui ont des inconvénients, comme pour la chimiothérapie, il y a des effets secondaires.
Et pour la radiothérapie externe, l'irradiation des tumeurs, c'est une radiation qui est externe, donc qui peut irradier aussi des tissus environnants et aussi engendrer une insuffisance hépatique. Et donc, donc dans les traitements plus récents, il y a des traitements locaux, intra-artériels, comme donc la radioembolisation hépatique. Si on passe à la slide suivante. Slide suivante, ouais, merci. Voilà, donc précédente. Ouais. Donc la radioembolisation hépatique ou radiothérapie métabolique interne, qui consiste donc en l'injection par voie endovasculaire donc de microsphères radioactives, donc qui sont marquées à l'yttrium 90, donc en amont de la tumeur, et donc qui permet donc en irradiant cette dernière, de la réduire et de la détruire. Et donc, étant une thérapie donc très localisée, elle permet donc un ciblage très précis de la tumeur et d'éviter aussi la radiation de tissus sains environnants. Donc, l'intervention généralement démarre par l'insertion d'un cathéter. Donc, il y a une petite vidéo sur l'image de droite. Non, bon, ouais. Voilà, qui montre un peu la procédure. Donc, on insère un cathéter via un guide donc dans l'interfémorale jusqu'au foie, donc là au tronc cœliaque qui est à l'artère, aux artères hépatiques du foie. Et donc le cathéter va livrer donc injecter dans les artères donc ces microsphères radioactives. Et donc la tumeur étant des cellules assez vascularisées, toutes ces microsphères radioactives vont permettre de réduire la tumeur. On peut passer à la slide suivante. Alors, au cours du traitement d'un patient, donc il y a différentes phases. Donc, une phase bien sûr de diagnostic. Il y a ensuite une phase de pré-traitement qui consiste en fait à simuler l'intervention avec en fait un substitut de ces microsphères radioactives. Donc là, ce sont des macroagrégats d'albumine, donc ce sont des particules non nocives. Et donc, on va injecter un peu de manière similaire donc, dans le foie pour une sorte d'entraînement un petit peu à la procédure, à la véritable procédure qui aura lieu donc un petit peu après, où là on va véritablement injecter les microsphères radioactives. Et puis il y a une phase de suivi pour s'assurer que les tumeurs ont bien été traitées. Et donc toutes ces phases, on a dit un certain nombre d'images sont acquises selon différentes modalités. Donc on a des CT, des IRM, de la scintigraphie, des images de fluoroscopie ou angiographique, ainsi que de Cobimicity. Et donc, c'est dans ce contexte que s'inscrit donc le projet Armoric. Cette suivante. Merci. Armoric pour donc assistance à la RTMI par un outil temps réel en routine clinique. C'est un projet donc fédère sur 36 mois qui a débuté maintenant depuis avril 2019 et donc qui est labellisé par l'Atlampol Biothérapie et ainsi que d'Images et Réseaux. Donc l'objectif c'est donc de développer et de commercialiser donc un logiciel qui permettrait donc d'améliorer la décision clinique donc via la planification de la procédure de randomisation, mais aussi via aussi en préopératoire, donc pendant l'opération, à la fin de guider le radiologue interventionnel et de sécuriser son geste. Et donc ce logiciel il va utiliser des technologies à la fois de simulation numérique, mais aussi d'imagerie qui vont s'imbriquer afin de pouvoir extraire différentes données spécifiques aux patients, évaluer donc le site d'injection optimal et les meilleurs paramètres d'injection. Donc ça, c'est dans un but de planification, de pouvoir trouver l'endroit où l'injection microsphère aura quelque part le meilleur impact sur les tumeurs, tout en préservant les tissus sains environnants.
Slide suivante. Voilà, donc pour ce projet, donc, on a un consortium a été constitué qui est composé donc, de différents acteurs, donc Terranva, Ansys aussi, qui est une entreprise de logiciels qui développe des logiciels de simulation numérique, une équipe de recherche métrique du LTSI à l'université de Rennes 1, qui est spécialisée dans l'imagerie médicale et dans la simulation fluide. Et enfin, le centre Jeanne Marty, qui est donc un centre de référence français pour le traitement du cancer du foie également dans le monde, puisque c'est un des 4 centres de formation pour le traitement par radioembolisation. La suivante, donc, il y a quelques mots sur Terranva. Donc, on est une entreprise basée à Rennes qui a maintenant bientôt 15 ans, qui est maintenant intégrée au groupe allemand Zimmer Imaging. Et donc, on développe des technologies pour la chirurgie guidée par l'image, donc essentiellement la chirurgie endovasculaire et cardiovasculaire. Et donc, on propose donc, des solutions à la fois de planification via le logiciel EndoSize et une solution aussi à d'assistance péropératoire via la plateforme EndoNote, donc une station et un logiciel qui vont s'intégrer dans la bloc opératoire pour pouvoir faire des applications de réalité augmentée donc pour toutes ces procédures de chirurgie endovasculaire. Slide suivante. Merci. Et donc pour le projet, un certain nombre de tâches ont été réalisées, sont encore réalisées, et donc par les différents acteurs. Il y a d'abord eu bien sûr toute une étape d'acquisition de données. Ça c'est donc essentiellement au centre Jeanne Marty. Donc pour la récupération d'images, de scanners CT, de CBCT, d'images de fluoroscopie d'angiographie, de scintigraphie, et des données aussi plus hémodynamiques, de pression et de débit sanguin dans les artères hépatiques. Donc toutes ces données vont après nourrir les différentes technologies qui ont été développées donc à la fois donc, pour du traitement d'image. Donc là, c'est Terranva qui s'est essentiellement chargé de ça, donc qui va être le développement de technologies de segmentation pour reconstruire un peu l'anatomie du patient autour du foie, donc l'arbre hépatique, le foie, les tumeurs, pour la prise de certaines mesures sur les images de scanner, du recalage aussi pour mettre toutes ces données dans un même repère. Et il y a une tâche de simulation importante, qui est celle donc, de pouvoir simuler l'injection des microsphères dans le foie, afin donc de pouvoir donc, déterminer via une optimisation le site optimal d'injection des microsphères radioactives dans l'arbre hépatique. Et donc là, cette tâche-là va prendre en entrée donc à la fois les données de pression, débit, et aussi donc les géométries extraites par traitement d'image, les géométries du patient. Et donc en sortie, donc l'idée ça va être bien sûr donc d'intégrer tout ça dans un prototype. Ça c'est via notre logiciel EndoSize développé à Terranva. Et donc pour fournir un outil donc de planification préopératoire, donc préopératoire pardon, avant l'opération, pour donc déterminer ce site d'injection optimale, et un outil d'assistance préopératoire. Là, c'est plus pour la réalité augmentée et venir restituer les résultats un peu de la simulation pendant l'opération par le radiologue. Et enfin, il y aura une phase d'exploitation et de commercialisation du logiciel avec marquage CE. Slide suivante. Donc pour la brique de traitement d'image, donc elle consistait en l'extraction, la segmentation et le recalage de structures d'intérêt donc du foie à partir donc du scanner CT multimodal dans le sens où en fait plusieurs scanners sont acquis pendant cette procédure et qui sont acquis à différents temps, disons du cycle sanguin dans le foie, et qui permettront donc d'extraire différentes structures selon ces temps.
par exemple, l'aorte et les artères principales du foie vont être extraites via le CT temps artériel, puisque le produit de contraste qui est injecté pour pouvoir bien segmenter ces zones va être présent voilà, dans ces zones pendant ce temps artériel. La structure globale du foie, elle peut être extraite voilà, sur les CT de temps portal et de temps artériel. Les tumeurs, elles, au CT de temps portal, donc c'est un temps plus tardif pendant lesquels voilà, le produit de contraste qui est injecté sera plus proche des tumeurs et donc elles sont plus visibles dans le scanner. Et voilà. Et donc, toutes ces tâches voilà, de segmentation nous permettent de construire un modèle 3D anatomique du patient qui permettra donc à la fois de visualiser ces structures, recaler entre elles, et de planifier donc l'intervention via donc certaines mesures qu'on peut prendre sur les données, donc les mesures de diamètre, des artères, de longueur, etc. Et bien sûr donc pour la stimulation, donc qui intervient ensuite. Slide suivante. Ah oui, pardon. Alors oui, pardon. Bon, ça, je pense qu'on peut passer chez des détails sur les techniques, mais bon, voilà un petit peu à quoi ressemblent donc ces étapes un peu de segmentation où on peut reconstruire voilà donc à la fois donc l'aorte et donc les artères principales, les artères hépatiques principales. Et donc on voit notamment en blanc, ce sont les lignes centrales qui sont importantes pour voilà pour bien localiser, disons, la zone et aussi voilà, prendre des mesures voilà, précises à certains endroits, voilà, notamment des mesures de diamètre ou de longueur. Et donc, on voit donc ces segmentations effectuées sur trois cas différents, donc d'anatomie différente. Alors voilà, donc la segmentation du foie des tumeurs, c'est des technologies qui sont un petit peu différentes, qui sont basées sur du deep learning. Et donc, à partir du bas d'apprentissage donc voilà, de scanners CT qui ont été annotés, voilà, on peut segmenter de manière voilà, automatique et rapide, disons, voilà, la structure du foie ainsi que les tumeurs. C'est ce qu'on voit sur les deux images, là en vert et en rose. Elle est petite la tumeur, là, mais voilà, on peut la deviner. Et donc là, voilà, maintenant qu'on a segmenté donc, toutes ces structures, slide suivante. Ah oui, pardon, j'ai oublié. Donc voilà, on va aussi segmenter de manière un peu plus fine l'arbre artériel, là avec un algorithme un peu plus précis et plus local. On peut construire donc in fine, donc un maillage donc qui va au plus près de la tumeur, donc un maillage donc des artères hépatiques. Et donc c'est ça qui va vraiment rentrer comme données d'entrée pour la simulation d'un point de vue de la géométrie. Donc ça a été validé voilà, sur un certain nombre de cas. Celle suivante. Et voilà, alors, sachant que ces structures ont été segmentées donc, sur différents dans les scanners temps portal qui n'ont pas été pris aux mêmes instants et donc qui vont avoir des repères différents, il faut recaler donc, ces structures. Donc là, il y a un recalage voilà, entre ces données pour tout avoir dans le même repère. Donc, une fois qu'on a ces géométries, qu'on a un arbre artériel, disons, voilà, précis et qui va assez proche de la tumeur, on pourra procéder donc, à la stimulation de l'insertion des microsphères. Slide suivante. Voilà, donc l'insertion donc, en entrée, donc on aura cette géométrie extraite, la position du cathéter, des mesures de pression à l'entrée, celles qui vont être acquises voilà, dans la phase de pré-traitement, les caractéristiques des microsphères, et donc un modèle de simulation fluide, et donc qui permettra donc à la fin d'évaluer la distribution un peu de ces microsphères dans tout l'arbre artériel. Et donc on peut faire des simulations sur un certain nombre de configurations, donc à la fois de position de cathéter ou de valeur de pression pour avoir un peu voilà
toutes les possibilités, et donc de déterminer en fonction de tous ces cas de figure une position optimale qui permet une distribution, voilà, la meilleure distribution des microsphères dans les artères. Slide suivante. Donc, voilà quelques résultats. Donc là, on voit pour 2 positions de cathéters différentes, on voit que l'injection des microsphères irrigue voilà, un peu différemment l'arbre artériel jusqu'à la tumeur. Voilà, on voit en bleu voilà, les lignes de flux des microsphères. Slide suivante. Je propose Et donc, voilà. de pas trop tarder à conclure, monsieur. Ouais, alors une petite vidéo voilà, qui montre un petit peu l'intégration voilà, un peu de toutes ces techniques donc dans la plateforme, dans le logiciel Endosize. Donc si on peut essayer de la lire, si possible. Merci beaucoup. Ouais. Voilà, donc là on est sur le logiciel Endosize, donc on ouvre un module dédié, voilà, dédié au foie, dédié à cette pathologie. Donc on ouvre un cas, donc là on ouvre donc le scanner temps artériel. Donc on place d'abord un certain nombre de points clés qui vont permettre donc de segmenter l'aorte et les artères principales et d'extraire les lignes centrales. Voilà, donc c'est ce qu'on voit là, c'est ce qu'on voit en blanc, et on voit bien que la segmentation qui est localisée avec une bonne partie de l'arbre artériel. Là, on peut prendre éventuellement quelques mesures, voilà, des mesures de diamètre ou de longueur sur la zone segmentée, et qui peuvent servir donc ensuite au traitement, et notamment les diamètres pour notamment déterminer quel cathéter insérer. Des mesures d'angle aussi, voilà, là aussi pour planifier un peu l'insertion entre l'aorte et le tronc cœliaque. Et ensuite, donc, il y a une phase donc, voilà, de segmentation que j'ai évoqué précédemment. Donc là, on va segmenter toutes les structures d'intérêt. Donc voilà, tout l'arbre artériel donc là, de manière un peu plus fine qu'à la première étape. On va segmenter aussi donc les structures du foie donc, dans les différents temps artériels et portales. Là, on charge donc l'autre scanner qui est acquis donc à un différent temps. On va donc la segmenter à la fois la structure du foie et aussi donc les tumeurs qui sont plus visibles dans cet autre scanner. Alors j'ai volontairement un petit peu coupé certaines phases pour accélérer un peu les vidéos. Donc là, elle dure 4 minutes, mais en théorie, elle en dure plutôt 9. Donc voilà, en 9 minutes, on peut réaliser donc, toutes ces étapes. Et donc là, on recale toutes ces données donc, dans la même scanner, dans le scanner temps artériel. Donc là, tout est recalé. On voit donc la tumeur, l'arbre artériel et donc la structure du foie aussi. Et ensuite, on va procéder donc un peu à la stratégie, de simulation, qui va d'abord consister à découper un peu le maillage de l'arbre artériel de manière adéquate pour la simulation, donc en précisant donc les entrées et les sorties de la géométrie. Donc on définit différents points d'intérêt, donc d'entrée, donc qui va être le point d'insertion du cathéter, le point d'injection des microsphères, et les sorties. Je crois que la vidéo s'est arrêtée. Non. Voilà. Oui. Si on peut revenir éventuellement jusqu'à la fin. Je vous propose quand même de ne pas tarder à conclure, monsieur Petit, pour ne pas prendre trop de retard. Donc voilà, donc ça pour vous montrer un petit peu l'intégration dans un prototype.
Et voilà, donc, pour conclure, voilà, je vais prendre un petit peu les travaux réalisés dans le cadre de ce projet Arboric, qui vise à développer donc, un logiciel d'aide à la décision pour la planification d'opérations de remobilisation. En travaux restants, donc, il va rester à améliorer un peu l'intégration, procéder aussi à une phase d'évaluation clinique sur des données réelles et vraiment évaluer l'impact. Et aussi réaliser donc l'outil de la navigation opératoire qui vise donc à restituer donc les résultats par réalité augmentée sur la fluoroscopie, donc là via la plateforme Ondonote. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup et désolé de vous avoir un peu pressé sur la fin. Juste une question, et en préparant l'intervention suivante de Monsieur Lemay, le temps que Stéphanie fasse le changement de slide, la mise sur le marché en fait est envisagée quand par rapport à ce projet que vous nous avez présenté? Là, de toute façon, là, le projet n'est pas terminé, donc il y a encore 6 mois. Donc là, on est encore dans les salles d'amélioration un peu de certaines choses, notamment sur les volets simulation, sur l'intégration. Donc il y a encore du travail de développement déjà du prototype. Et après, si le prototype donne satisfaction et que les phases de validation également, là on entamera peut-être la phase d'exploitation. Mais bon, je pense que ce sera pas courant, peut-être fin 2022, disons, qu'on lancera peut-être. Eh bien, merci beaucoup. Vous restez avec nous. Je vous propose, comme on est un tout petit peu en retard, de passer à notre intervenant suivant, Jean-Michel Lemay. Donc, on va passer dans le domaine de la neurochirurgie et avec une illustration des pratiques en simulation qui sont faites au CHU d'Angers. Monsieur Lemay, est-ce que vous nous entendez bien? Oui, je vous entends bien, il n'y a pas de souci. Bonjour à tous. Voilà. Par contre, est-ce qu'il serait juste possible de me transmettre les droits de présentateur? Ouais, super. Ouais, ça on peut le faire, ça. Stéphanie, je te laisse gérer comme tu as la main. Et ceux qui sont à distance, enfin tout le monde est à distance, mais n'hésitez pas à poser des questions via le chat, même si les interventions sont déjà passées. On pourra réinterroger. Donc là, c'est bon, je vois mon écran. C'est bon, on est bien. Bon, super. Bonjour à tous, oui, donc Jean-Michel Lemay, je suis maître de conférence en neurochirurgie au CHU d'Angers et on m'a demandé aujourd'hui de vous faire une présentation sur simulation et jumeaux numériques et notamment quel pouvait être l'apport d'un jumeau numérique et de son utilisation pour les patients. Alors, donc, pour commencer, je vais vous reparler un petit peu de ce qu'est un jumeau simulé. Donc, c'est vrai que ce qu'on appelle jumeau simulé, finalement, c'est en fait le double virtuel d'un système complexe qui peut être plein de choses. Ça peut être une structure comme un hôpital, ça peut être un patient dans sa globalité, ça peut être simplement un organe. On verra, c'est peut-être plus ce qui nous intéresse en neurochirurgie, par exemple le cerveau ou alors le rachis, ou alors ça peut être la simulation d'un produit comme un médicament. Et donc, ce jumeau simulé, eh bien, comment on arrive à partir d'un patient, des données, finalement de données qui sont générées tous les jours lorsqu'on prend en charge un patient. Dès qu'on fait une prise de sang, dès qu'on prend des constants, dès qu'on fait un examen d'imagerie, on va générer des données. Et ces données, l'idée, ça va être de les agréger. Donc, notamment les examens d'imagerie, puisque c'est finalement ceux qu'on a en plus grande quantité et qui sont peut-être les examens qui sont les plus qualitatifs et les plus informatifs. Sans compter aussi bien sûr les examens biologiques et les constantes biologiques qui sont recueillis au lit du malade. Mais c'est vrai qu'on se focalise surtout sur les imageries et donc on va essayer d'agréger tout ça pour pouvoir ensuite créer ce jumeau simulé et on verra les applications que ça peut avoir derrière. Donc la genèse d'un jumeau, c'est ce que je vous disais, c'est basé notamment, en tout cas pour les applications en neurochirurgie et dans le domaine médical en général, c'est quand même surtout très axé sur les données d'imagerie. Donc, en fait, on va récupérer toutes les données d'imagerie qu'on a pu faire pour le patient, que ça soit de l'imagerie, la plupart du temps, de l'imagerie de routine, puisqu'il faut savoir que, par exemple, pour l'exérèse d'une lésion cérébrale, dès qu'on va aller enlever une tumeur cérébrale, le patient il va passer toute une série d'examens plus ou moins complexes qui vont chacun nous donner des informations. Pour vous donner une illustration en dessous, bon, là, vous avez en bas à gauche une IRM classique, l'IRM qu'on fait pour les patients pour faire le diagnostic, est-ce qu'il y a une lésion cérébrale ou pas. Et ensuite, on va aller chercher d'autres informations supplémentaires auxquels, sans les examens d'imagerie, on n'aurait pas forcément accès.
Donc en fait, on va faire par exemple une IRM fonctionnelle, c'est la deuxième image que vous voyez. On va aller chercher pour le patient quelles sont les zones cérébrales qui s'activent de manière spécifique lorsqu'on lui fait faire certaines tâches, par exemple quand on le fait parler, pour savoir où sont ces zones pour pouvoir les préserver durant la chirurgie. Là aussi, on peut faire d'autres types d'imagerie. On peut aller faire ce qu'on appelle de la tractographie. Donc, ces zones qu'on a identifiées à la surface du cerveau, pour qu'elles puissent remplir leur travail, par exemple aider le patient à parler ou à bouger, il faut que ces zones soient reliées entre elles par des faisceaux de fibres blanches, un peu comme des câbles électriques. Donc voilà, si vous préservez les zones à la surface du cerveau, mais que vous coupez le câble électrique qui relie les différentes zones du cerveau, vous allez de toute façon perdre la fonction aussi. Donc il faut identifier ces faisceaux de fibres blanches avec la tractographie, ce que vous voyez ici. Et en fait, en agrégeant toutes ces données, où est la lésion, quelles sont les zones à la surface du cerveau qui sont essentielles à certaines fonctions pour le patient, et quelles sont les voies de communication des différentes aires du cerveau avec la tractographie, en fait, on arrive à créer vraiment des cartographies, un jumeau numérique, donc là plutôt axé sur le cerveau, mais un jumeau numérique augmenté avec des informations, notamment sur la fonctionnalité des zones du cerveau et la relation de ces zones fonctionnelles par rapport à la tumeur cérébrale qu'on ne va pas avoir en temps normal chez un patient, on va pas deviner, qu'on ne peut pas deviner à l'interrogatoire ou malheureusement simplement à l'examen clinique. Donc ça va nous permettre d'avoir un objet virtuel sur lequel travailler pour préparer notre geste chirurgical. Et donc ce jumeau numérique, quelle utilisation on va pouvoir en avoir? Ce jumeau numérique, bon, tout d'abord, l'application pratique qui nous concerne le plus souvent, c'est la planification du geste chirurgical, puisque on verra, on le reverra un petit peu en détail après. C'est voilà, une étape qui est extrêmement importante, c'est de se dire qu'on ne va pas au bloc opératoire en se disant bon ok, la lésion elle est à peu près à cet endroit-là, bon on va ouvrir la boîte crânienne et puis on verra bien comment ça se passe. Bon, ça se faisait il y a 30 ans et vous verrez que maintenant il y a plein d'étapes de préparation qui font qu'en fait quand on arrive au bloc opératoire, on sait ce qu'on va faire, on a déjà un programme clair de l'intervention chirurgicale dans la tête. L'autre intérêt de générer ces jumeaux numériques, c'est un intérêt de formation. Voilà, ça a un intérêt pour apprendre aux plus jeunes chirurgiens et aux étudiants en médecine, voilà, comment est fait un cerveau et quelles sont les différentes étapes des procédures chirurgicales pour réaliser l'intervention. Donc ça, c'est des choses qui sont là aussi essentielles. Ça a aussi un intérêt d'explication au patient, un intérêt pédagogique, puisqu'on pourra l'expliquer au patient, voilà, où est sa lésion, quel type de chirurgie on va faire, pourquoi c'est une chirurgie qui est complexe, quelles sont les zones qu'il va falloir éviter, et aussi pour lui, se faire une estimation du risque encouru par la chirurgie, notamment du risque vis-à-vis de certaines fonctions cérébrales. Et enfin, la création de ces jumeaux simulés, ça a aussi un intérêt qui est très important en termes de recherche, puisque voilà, faut savoir que l'anatomie du cerveau, elle n'est pas exactement la même pour tout le monde, qu'il y a des variations entre les différents individus, d'autant plus qu'il peut y avoir des variations qui sont liées à la présence de lésions cérébrales, et que voilà, vraiment, ces variations, elles ne sont pas encore très bien connues, et il y a pas mal de sujets de recherche qui sont en cours, notamment pour l'étude des faisceaux de fibres blanches, donc des connexions entre les différentes zones cérébrales, où là, bon, on a identifié plein de faisceaux de fibres blanches, mais pour certains, la fonction et les zones qui les raccordent ne sont pas encore claires, donc il y a plein de domaines d'études, en tout cas là-dedans. Donc là, pour vous parler un petit peu de jumeaux numériques et réalité opératoire, c'est de se dire que bon, voilà, comment ça se passe, nous, quand on est au bloc opératoire en neurochirurgie. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'on a notre jumeau numérique, on a notre jumeau numérique, on l'a généré avec toutes les images qu'on a pu réaliser auparavant. Donc là, je vous ai remis en haut une IRM qui va montrer la lésion d'un patient, une IRM fonctionnelle qui va nous montrer les activations à la surface du cerveau, donc ici pour le langage, l'IRM ensuite qui va nous montrer les faisceaux de fibres blanches. Donc tout ça, on va les agréger, mais le problème qu'on a, comme souvent, c'est le recalage, c'est-à-dire comment toute cette étape de planification, de réflexion qu'on a fait, pour notre jumeau numérique, ce travail qu'on a fait sur le jumeau numérique, comment on va pouvoir appliquer ça aux patients. Et donc, ça passe par une étape qu'on appelle le recalage, où on va aller associer le jumeau numérique et finalement tout le travail qu'on a pu produire avant en termes de planification aux patients durant l'intervention chirurgicale. Donc, pour ça, on a des logiciels spécifiques, du matériel spécifique. Là, vous voyez par exemple l'illustration d'une console de neuronavigation où en fait, on va fixer la tête du patient, associer à l'aide d'une caméra infrarouge le crâne du patient, comme vous pouvez le voir en haut à droite, avec l'IRM et les imageries préopératoires à l'aide de marqueurs infrarouges. Et ensuite, ça va nous permettre de naviguer durant la chirurgie en continu à l'aide d'un pointeur, comme vous pouvez le voir en bas à gauche, en direct
par rapport à l'imagerie qu'on a faite avant la chirurgie et nous permettre ainsi, par exemple, de centrer l'incision, savoir où est-ce qu'on va aller faire notre ouverture cutanée, où est-ce qu'on va aller chercher la lésion et appliquer ce qu'on aura prévu en préopératoire, par exemple, par quel point de pénétration au niveau du cerveau on va passer. Donc là, voilà, ce recalage, c'est vraiment une étape qui est essentielle pour pouvoir faire coller à notre jumeau la réalité du terrain. Donc là, je vous ai mis notre illustration de repérage. Donc là, c'est une illustration de repérage qui est faite là dans le cadre de chirurgie rachidienne, où en fait, on peut utiliser le scanner qui a été fait pour le patient. On va aller voir le scanner qui a été fait par le patient. On va voir à quel endroit on fait la chirurgie. On aura déjà planifié la chirurgie. Quelle partie d'os on enlève? Est-ce qu'il va falloir mettre un système de fixation avec des vis, des crochets ou autre? Donc, on aura déjà tout mis en place. Et ensuite, on va aller faire coller ce jumeau virtuel à la réalité opératoire à l'aide, là aussi, d'acquisition de repérages qui vont permettre d'apparier le patient à son jumeau virtuel. Vous avez aussi, j'ai mis dernière technique de recalage, maintenant c'est des choses qui sont un petit peu plus modernes, on va pouvoir, à l'aide de scanners péropératoires, donc de scanners qui sont dans la salle d'intervention, qui vont permettre de faire un scanner du patient durant la chirurgie, on peut maintenant faire un scanner du patient, calculer à l'aide, bon c'est quelque chose qui se fait de manière automatisée, mais en fait à l'aide d'une matrice de déformation, comme vous pouvez le voir au milieu, il va être possible d'utiliser le scanner qui a été fait durant la chirurgie et donc d'appliquer sur le patient toute la planification préopératoire qu'on aura fait sur le jumeau virtuel et de l'appliquer au patient. Voilà, donc ça c'est la dernière technique d'auto-association. Donc ça c'est quelque chose qui est assez récent et qui date vraiment d'il y a un an ou deux. Donc c'est des techniques qui sont assez récentes. Pour vous donner une illustration pour la chirurgie cérébrale, donc ce que je vous avais dit avant, c'est que par exemple, quand on ouvre une boîte crânienne, on voit un cerveau. Bon, je ne vais pas laisser l'image trop longtemps, mais le cerveau, il n'y a rien qui ressemble plus à du cerveau que du cerveau. Donc, on ne voit pas où est la lésion, elle n'est pas visible. Donc, savoir où est-ce qu'on va faire l'ouverture, par où on va passer durant l'intervention chirurgicale. Maintenant, on doit savoir, avant l'intervention, avant même que le patient dorme, on doit déjà, entre guillemets, avoir préparé la chirurgie dans son bureau et savoir où on va aller. C'est vrai que voilà, l'époque d'il y a 20 ou 30 ans où on faisait l'ouverture crânienne, on faisait ce qu'on appelait, avec un terme qui n'est pas très élégant, de la chirurgie exploratoire. On allait faire une petite ouverture, regarder si la lésion était là, et puis sinon on allait 2 cm à côté, on va faire une ouverture. Ça, c'est plus faisable. Donc tout ce jumeau simulé va nous permettre de définir l'objectif chirurgical. Est-ce que je peux enlever cette lésion? Est-ce que je vais tout enlever? Est-ce qu'il va falloir que j'en laisse un morceau parce que le contact est un petit peu compliqué avec certaines structures vitales? On va pouvoir le planifier avant. Minimiser le risque opératoire. Vous avez mis une illustration. Donc là, vous avez une illustration en bas à droite. Par exemple, vous avez une lésion cérébrale du côté gauche assez profonde. La question, c'est par où on passe. Est-ce qu'on passe au milieu par le chemin le plus court? C'est vrai que c'est par défaut ce qu'on aurait tendance à prendre. Est-ce qu'il va peut-être falloir passer un peu plus en avant, un peu plus en arrière? Eh bien, ça, c'est un travail qu'on aura fait avant avec le jumeau stimulé pour voir quel est le chemin le plus intéressant, et notamment pour ce patient. Hop là, si ça marche, voilà, super. Quand on surimprime l'image de tractographie, cette fois-ci les faisceaux de fibres blanches, on voit en avant, vous voyez un petit filet bleu qui correspond en fait au faisceau de la motricité. Et donc on se dit que si on va tout droit ou si on part plus en avant, on va endommager ce faisceau et le patient il va se retrouver avec des difficultés pour bouger la moitié droite de son corps après intervention. Que donc là, le jumeau nous aura permis de planifier la chirurgie et de se dire d'accord, le chemin le plus court n'est peut-être pas le meilleur et qu'il va falloir passer plus en arrière, donc ce qui n'est pas forcément instinctif et logique, pour aller accéder à cette lésion sans endommager le tissu cérébral. Donc ensuite, je vous ai mis une petite vidéo illustrative pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne durant la chirurgie, le repérage opératoire. Donc, vous voyez là un collègue qui est en train d'utiliser le stylet de repérage. Et lorsqu'on zoome, vous allez voir en direct, on voit la lésion et on peut naviguer en direct, comme avec un GPS, en repérant les différentes structures, les faisceaux de fibres blanches et la lésion en elle-même qui est ici entourée en orange. Donc, c'est vraiment l'application concrète de tout le travail qu'on a fait sur le jumeau numérique avant. Donc, qui va nous aider à faire un geste chirurgical optimal en minimisant le risque de complications et surtout en les anticipant. Donc, les développements futurs, donc ça, c'est des travaux qui sont encore du domaine de la recherche, mais qui ne sont pas encore, voilà, en usage courant. C'est notamment l'utilisation de la réalité augmentée.
Et bon, comment c'est fait? Donc là, il y a des études, notamment de l'Université de Rochester, qui sont en cours sur ce sujet-là, où l'idée, c'est d'installer au bloc opératoire en fait un vidéoprojecteur qui, à l'aide d'un système de recalage, peut projeter directement sur le patient les informations pertinentes qu'on va avoir durant l'intervention dont on va avoir besoin durant l'intervention chirurgicale. Vous voyez ici, par exemple, en haut à droite, le ventricule, donc une cavité anatomique. Vous avez en vert la tumeur et en bas, vous avez les angiogrammes, donc la représentation à la surface du crâne du patient des différents vaisseaux, notamment des veines, ce qui va nous permettre de pouvoir anticiper lors du geste chirurgical la présence de ces vaisseaux pour pouvoir les éviter. Donc ça, je pense que c'est vraiment l'avenir, en tout cas pour la neurochirurgie crânienne, mais c'est quelque chose qui est encore en cours de développement. Sur le plan de la chirurgie rachidienne, donc je vous le disais, là aussi, on peut utiliser le scanner, l'imagerie qui a été faite par le patient, soit lors du cadre d'une chirurgie programmée ou même dans le cadre d'une chirurgie en urgence. Par exemple, si quelqu'un a une fracture du rachis suite à un accident de voiture et qui a besoin d'une chirurgie en urgence, on peut utiliser les imageries qui ont été réalisées, créer à l'aide de logiciels spécifiques un jumeau virtuel où on va pouvoir, avant l'intervention, planifier notre chirurgie. Voilà. Il faut savoir que là aussi, au niveau du dos, on n'est pas tous fait pareil. Il y a des gens qui ont des grosses vertèbres, qui ont des petites vertèbres. Toutes les vertèbres ne sont pas exactement faites pareil. Donc, ça va conditionner quel type de fixation on va utiliser. Si on va mettre des vis, comme vous avez l'illustration ici, quelle longueur de vis, quel diamètre de vis. Là, c'est pareil. Il n'est plus acceptable maintenant en 2021 d'arriver les mains dans les poches au bloc opératoire en disant bon ok, on va ouvrir, on va regarder, puis bon je vais faire ça au feeling. Non, vraiment là on arrive au bloc opératoire, on sait sur quelle vertèbre on va faire une intervention chirurgicale et on sait à quel endroit on va mettre quelle vis, avec quel diamètre et quelle longueur. C'est vraiment un outil de planification très important pour nous, ce jumeau numérique. Vraiment, on travaille tous les jours avec, et de se dire que c'est quelque chose qui vraiment a une pratique courante et qu'on réapplique après à notre pratique chirurgicale par différents moyens de recalage que vous avez vus auparavant. Donc là, on peut même aller plus loin dans la chirurgie robotisée. Donc là, je vous ai mis donc une illustration d'un robot dont on a fait l'acquisition il y a pas très longtemps à Angers, qui permet en fait d'utiliser ce jumeau numérique et d'utiliser une tête robotisée qui va permettre de réaxer automatiquement le point de visée qu'on va utiliser pour mettre la vis en direct à l'aide du système de guidage. Donc là, en fait, on va juste faire l'étape de recalage, associer notre jumeau numérique à notre patient, et après, on va travailler sur notre jumeau numérique. On va pouvoir, voilà, comme ça, progressivement, et uniquement à l'aide du robot, mettre les différentes vis. Vous avez pu voir un petit peu le… Donc là, c'est encore une étape supplémentaire où finalement, on fait de plus en plus abstraction du patient, mais on verra, bon, c'est quelque chose qu'il faut relativiser et sur lequel il faut être très critique, puisqu'il faut savoir que le vrai problème, c'est toujours la concordance entre le jumeau numérique et la réalité opératoire. C'est vrai que c'est très important de rester critique, puisqu'il y a toujours des décalages qui peuvent arriver. Il y a des décalages temporels qui peuvent arriver, puisqu'il faut se dire que finalement, les images qu'on a à disposition, eh bien, c'est des images qui reflètent la réalité du patient, la réalité du jumeau, mais au moment où on a fait l'imagerie. Par exemple, si vous faites une IRM qui met en évidence une lésion cérébrale et que vous faites la chirurgie 3 semaines plus tard, il y a un risque que finalement, ce que vous constatiez, la réalité péro-opératoire, ne corresponde plus vraiment à votre jumeau numérique sur lequel vous avez travaillé et planifié la chirurgie, parce qu'il y a malheureusement de fortes chances que la lésion ait grossi. Donc, il faut faire attention à ce décalage temporel. Il faut aussi faire attention au décalage durant la chirurgie, notamment à une dérive durant l'intervention du recalage. Généralement, le recalage, l'association entre le jumeau et le patient est très bonne au début de la chirurgie, et plus le temps passe, plus on s'éloigne, plus ce recalage va être de mauvaise qualité pour plusieurs choses. Tout d'abord, puisqu'il peut y avoir une dérive du matériel. Donc, pour le recalage, l'association entre le patient et son imagerie, on utilise une étoile de repérage, comme ce que vous voyez en haut à droite, là, ce qui ressemble à un petit bonhomme avec une petite étoile, enfin une petite boule réfléchissante à chaque bout. Et donc là, si les champs opératoires tirent un peu dessus, ça peut faire bouger l'étoile de repérage. Si vous avez voilà, quelqu'un, l'infirmier, votre aide ou vous qui donnez un coup de coude sans faire attention dans l'étoile de recalage, ça peut la déplacer et dans ce cas-là, on perd les repères. Et il y a aussi des décalages spécifiques qui sont liés
à la chirurgie en elle-même. Il faut savoir que lorsqu'on fait l'intervention chirurgicale, bon, ça paraît un petit peu logique, mais on va ouvrir la membrane qui protège le cerveau, on va drainer un peu de liquide, et ensuite, quand on va aller enlever la lésion, on va petit à petit modifier l'anatomie du cerveau durant l'intervention chirurgicale. C'est ce que je vous ai mis en illustration en bas à gauche. Là, c'est une étude qui avait été faite où des collègues neurochirurgiens avaient fait une acquisition avec une IRM péropératoire des différents temps de la chirurgie. Et lorsqu'on voit au fur et à mesure des différentes étapes de l'intervention chirurgicale que la surface du cerveau, notamment, se modifie. Elle a tendance à se déplacer, ce qui fait que la réalité de la chirurgie, de l'intervention, va être de moins en moins cohérente avec avec votre jumeau numérique, puisque lui, il est basé sur des imageries préopératoires. Ou là, pour vous donner une autre illustration, ça c'est un patient que j'avais, pardon, excusez-moi, je retourne en arrière, c'est un patient que j'avais opéré en bas à droite. Si vous comparez l'IRM avant l'intervention qui est en haut et le scanner qui a été fait après l'intervention qui est en bas, qui est assuré, vous voyez qu'il y a une déformation, un déplacement de la surface du cerveau qui est à la chirurgie, c'est normal, mais on va perdre les repères vis-à-vis de notre jumeau numérique. Autre chose qui peut arriver au niveau du rachis, là je veux une illustration pour le décalage, c'est que le rachis, c'est une structure qui est souple, c'est des vertèbres qui sont reliées entre elles par des disques, des structures ligamentaires et fibreuses. Et donc, plus vous vous éloignez de l'étoile de repérage que vous voyez à droite, ici accroché sur, enfin à gauche, pardon, accroché sur une des épineuses, plus vous risquez, en appuyant sur le rachis, d'induire des déformations qui vont vous éloigner finalement de votre réalité opératoire. Un autre challenge, c'est, je pense, l'optimisation de l'information. C'est que on le voit notamment lors de la chirurgie, on a quand même un patient à opérer, ce qui est le plus important, mais c'est vrai qu'avec ce jumeau numérique, les informations, les données d'imagerie qu'on va avoir accès, eh bien finalement, c'est assez facile de se perdre puisque toutes les informations ne sont pas forcément pertinentes et elles ne seront pas toutes pertinentes au même moment. Donc c'est vrai que ça, c'est vraiment une des vraies problématiques d'éviter la saturation d'informations, parce que trop d'informations fait qu'on peut des fois avoir du mal à prendre du recul et ça peut plus nous déranger que nous aider lors d'une intervention chirurgicale. Donc c'est vrai que là-dessus, il y avait des travaux très intéressants qui ont été faits et qui sont encore en cours, qui ont été faits par l'équipe de Pascal Janin, de l'unité Médicis à Rennes. Donc c'est vrai que là, c'était vraiment travailler sur les différents types d'interventions chirurgicales, les différentes étapes, et essayer d'évaluer pour chaque intervention quelles sont les informations qui sont pertinentes à chaque fois. Pourquoi? Pour éviter la saturation, avoir un affichage minimaliste, des informations pertinentes. Et donc, c'est vrai que c'est vraiment une notion qui est importante, c'est que le jumeau numérique, il doit rester au service du chirurgien et puis il doit savoir se faire discret et pertinent. Pour vous reprendre une illustration en bas, là, en fonction des différents temps d'intervention chirurgicale, par exemple, quand je suis au niveau de la peau, j'ai besoin de savoir où est le nerf facial en jaune pour ne pas l'abîmer, parce que autrement le patient va avoir une paralysie faciale, où sont les différents vaisseaux qui vont alimenter la peau du crâne pour éviter de les sectionner durant l'intervention chirurgicale, et savoir où est la lésion pour centrer mon incision et savoir où est-ce que je vais aller. Bon, quand je suis au niveau de l'os pour l'ouvrir, là cette fois, le nerf, les artères de la peau, je m'en fiche. Je suis passé à autre chose. Par contre, j'ai besoin de savoir où sont les gros vaisseaux, notamment les grosses veines, pour ne pas les endommager, parce que là aussi c'est un petit peu plus complexe. Et comme c'est juste sous le crâne, je ne peux pas les voir. Donc là, je vais avoir besoin d'aide. Et encore une fois, j'ai besoin de savoir où est la lésion pour savoir comment centrer l'ouverture du crâne. Quand je suis à la surface du cerveau, là, les veines qui sont sous le crâne, je m'en fiche. Par contre, j'ai besoin de savoir quelles sont les zones du cerveau à la surface qui sont importantes. En jaune, est-ce qu'il n'y a pas une zone du langage à côté de la lésion? Ou en rouge, est-ce que je n'ai pas la zone de la motricité qui est juste à côté de la lésion? Ça va m'aider à savoir par où je passe et à quel endroit je pénètre dans le cerveau. Ou enfin, quand je suis un petit peu plus profond, vers la fin de la résection, j'ai besoin de savoir où passent les faisceaux de fibres blanches, donc les câbles électriques dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour éviter de les sectionner. Donc, voilà, la notion importante, c'est de se dire que finalement, tout est important, mais tout n'est pas important au même moment. Et donc, c'est vrai que savoir sélectionner, rationaliser les informations qu'on va avoir de ce jumeau numérique, c'est quelque chose de particulièrement important pour nous. Autre application, dernière application dont je vais vous parler, c'est le jumeau et simulation. Donc, c'est une des grosses avancées, en tout cas sur les dernières années pour nous en neurochirurgie, c'est d'utiliser ces jumeaux numériques à visée de formation pour les étudiants, en tout cas les chirurgiens en formation, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'articles qui sont sortis qui montrent que, jouer aux jeux vidéo, notamment à des jeux de simulation, si vous en faites 3 heures par semaine, il y a 37% d'erreurs en moins et des gens qui font une procédure chirurgicale 27 fois plus vite.
Donc, ça fait quand même réfléchir, comme quoi les jeux vidéo, en tout cas les serious games, ont un intérêt dans la formation des chirurgiens. Il y a de plus, voilà, un intérêt très clair de la simulation sur la formation en santé, hein, puisqu'il y a un rapport de l'HAS en 2012 qui avait été voilà, rédigé par le professeur Grand-Henri, qui est anesthésiste à Angers à l'époque, qui disait bien que maintenant il n'est plus acceptable, ce qui paraît logique, qu'un chirurgien, un interne ou qui que ce soit fasse son premier geste directement sur un patient. Voilà, c'est plus voilà, une tape dans le dos, bon bah allez, vas-y, c'est ton tour maintenant. Il faut s'être entraîné au laboratoire d'anatomie, en simulation, pour pouvoir maîtriser les gestes avant ensuite de pouvoir les appliquer sur le patient, parce que voilà, on voit qu'il y a une courbe d'apprentissage que je vous ai mis en haut à gauche, bon, qui se fait rapidement, mais il y a quand même les premières étapes où l'acquisition est un peu lente et où il y a un risque d'erreur qui est élevé, et c'est ces étapes-là qu'on doit franchir en simulation et pas chez le patient. Et donc, c'est vrai que ça a amené à des développements de serious games et d'outils dédiés, notamment à la neurochirurgie, que ce soit pour la chirurgie crânienne, la chirurgie rachidienne ou la chirurgie endoscopique, sachant que c'est, comme toujours, le problème des nouvelles technologies, hein, c'est des appareils qui sont très spécialisés, qui sont produits en peu d'exemplaires et qui donc ont un coût malheureusement assez prohibitif qui les réserve à certains gros centres de formation, et c'est malheureusement pas des dispositifs qu'on peut avoir à demeure dans n'importe quel CHU malheureusement. Là, je vous ai remis une petite vidéo illustrative d'un des logiciels de simulation de neurochirurgie qui s'appelle le NeuroTouch. En fait, tout ça, c'est basé sur un jumeau virtuel qui a été créé à partir de l'imagerie et des données d'un patient. Voilà, c'est pas juste un mannequin d'entraînement, c'est un patient qui a été simulé. Vous voyez ici les instruments avec un contrôle haptique. Donc, il y a un retour, on sent la résistance au mouvement. Voilà, et on arrive à reproduire de manière assez réaliste, en tout cas, les effets des différents instruments et une procédure chirurgicale. Donc en conclusion, c'est vrai que les jumeaux numériques, c'est quand même maintenant devenu des outils essentiels à la pratique et à la formation médicale. C'est vrai que on s'en sert, nous, tous les jours pour la planification et la réalisation d'une intervention chirurgicale. Bon, c'est vrai que jumeaux numériques, c'est finalement un terme assez récent, hein. Moi, j'ai découvert ce terme-là il y a un petit peu plus d'1 an. Et c'est vrai que c'est un peu en réfléchissant sur la pratique qu'on avait, qu'on s'est dit, bah, en fait, oui, bah, les jumeaux numériques, on connaît bien et puis on s'en sert tous les jours. Mais c'est vrai que là, maintenant, ça a vraiment une place prépondérante et on passe, on va dire, autant de temps à préparer une intervention chirurgicale qu'à la faire. Mais c'est vrai que voilà, il y a quand même un temps de réflexion et de préparation des interventions chirurgicales, et bon, sauf bien sûr dans le cadre de l'urgence. C'est vrai que les quantités de données qu'on génère et puis des informations qu'on a aussi de plus en plus précises, notamment sur les imageries cérébrales, ça va amener à une complexification et une amélioration de ces jumeaux numériques, donc une complexification qui va rendre plus difficile leur utilisation, mais aussi une imagerie et des informations de meilleure qualité qui vont nous permettre de mieux préparer et mieux prendre en charge les patients. Et voilà, ce point que j'ai abordé un petit peu aussi tout à l'heure, c'est vrai que le piège est souvent de ne pas se perdre dans le virtuel et d'en oublier le patient, puisque des fois on a accès à tellement de données que c'est difficile de trier qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui ne l'est pas. Au niveau du cerveau, typiquement, bah, si on cherche bien, toutes les zones du cerveau sont importantes, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, des fois on n'a plus envie de faire l'intervention chirurgicale parce qu'on se dit ok, mais en fait, j'ai pas de bonne solution, et là je prends des risques, quoi que je fasse, je prends des risques, et donc bon, faut des fois arriver quand même à faire abstraction de ça. Voilà, je vous remercie. Puis je vais rendre l'écran. Merci beaucoup, Jean-Michel Lemay, pour cette présentation très, très intéressante, très technique, et qui montre bien l'excellence effectivement et de l'apport du numérique aujourd'hui dans le domaine. On se sent un peu plus en confiance, peut-être quand on est patient avec toutes ces technologies. En tant que pour la prise en charge, effectivement, c'est moins de l'impro, et ça demande beaucoup de préparation en amont. Une petite question, enfin, justement, réaliser ce jumeau numérique en amont, ça vous prend combien de temps? Réaliser le jumeau numérique, bon après, quand c'est surtout l'imagerie et quand on prend les associations d'imagerie, ça prend. Alors, associer les images en elles-mêmes, ça prend 5 à 10 minutes. Après, par contre, voilà, s'il y a des étapes entre guillemets de post-traitement, si on veut aller, par exemple, là pour faire la tractographie, faire l'IRM fonctionnel, etc., générer ces images, il y en a quand même, ça peut prendre 1 heure. D'accord. Okay, ouais, donc relativement rapide quand même, effectivement. On a une question d'un des participants, Laurent Rivière, qui Alors après, c'est quelles sont les fonctions vous m'entendez ou pas? qu'on évalue
intervention. Donc, c'est vrai qu'on évalue surtout le langage et la motricité. Ça, on a l'habitude de faire, on sait très bien faire. Après, voilà, on sait aussi que des fois, on peut avoir d'autres fonctions qui sont extrêmement intéressantes, hein, puisque, bon, voilà, effectivement, qu'est-ce qui fait un être humain? C'est pas juste parler et marcher, hein, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et en fait, il y a des choses qu'on peut évaluer avant l'intervention, par exemple tout ce qui est la cognition sociale, donc la reconnaissance des visages, la reconnaissance des émotions, l'attention, la réflexion. Il y a par exemple tout ce qui est le versant théorie de l'esprit, c'est d'être capable de se projeter, de dire voilà, je sais que la personne en face de moi pense cette chose-là en fonction du contexte. Donc, il y a plein de choses à tester, il y a plein de choses qu'on peut évaluer. Le souci qu'on a après, c'est des questions aussi de ce qu'on disait, hein, de pertinence de l'information. C'est que toute information ne va pas être pertinente en fonction de la localisation ou de la lésion. C'est vrai que, bon, bah voilà, en fonction de la localisation du cerveau, on sait qu'il y a certaines grandes fonctions qu'il va falloir qu'on évalue, qu'on va essayer de préserver durant l'intervention chirurgicale, mais on ne peut pas faire pour tout le monde un bilan exhaustif parce que ça serait trop consommateur en termes de temps et de ressources. Et puis, bon, ce que je vous disais, à un moment, dans ce cas-là, on n'aura plus envie de les opérer parce qu'on verra toujours, on aura peur d'y aller finalement, parce qu'on verra trop de choses. Mais c'est vrai que, en tout cas, langage et motricité, c'est fait de manière systématique et maintenant, de plus en plus, on s'attelle à d'autres fonctions, donc ce qui est l'attention, le repérage dans l'espace et tout ce qui est cognition sociale en fait, où pendant plusieurs années, ça a été bon, pas négligé, mais on s'est dit que l'impact n'était pas si important que ça. Et puis, il y a quand même plusieurs études qui sont sorties qui ont montré que voilà, un patient qui n'avait pas de problème de motricité et de langage, mais par contre qui avait des problèmes de reconnaissance des visages ou de reconnaissance des émotions chez les interlocuteurs, ça pouvait être aussi extrêmement paralysant, enfin extrêmement handicapant dans la vie quotidienne. Très bien. Bah, merci beaucoup en tout cas pour cette présentation. Merci beaucoup à tous et puis bon courage pour la suite. Merci beaucoup et je vous propose dès à présent de passer à notre avant-dernière intervention. Jean-Yves Ascouette, donc, qui est responsable de plateforme à Centrale Nantes, qui va intervenir maintenant pour nous présenter les travaux réalisés par Centrale et puis qui nous montrera également des installations d'un des laboratoires qu'ils ont en lien avec la simulation et le domaine médical. Jean-Yves, est-ce que vous nous entendez? Moi, je vous entends très bien. Et vous? Eh ben, c'est parfait. Je vous laisse la main. Très bien. Bah, écoutez, merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, moi, je suis professeur des universités en poste à Centrale dans un laboratoire qui s'appelle le GEM et qui est aussi une UMR du CNRS. Donc, comme ça a été dit tout à l'heure en introduction par les organisateurs, nous avions prévu une visite, on va dire, physique sur site. Bon, on a préparé le labo en ce sens, mais ça a dû être annulé pour les raisons que l'on connaît. Donc, malgré tout, avec les organisateurs, on a gardé une présentation d'une visite virtuelle qu'on a préparée il y a déjà plusieurs mois de ça et qui n'est déjà plus au goût du jour. Donc, avant de lancer la vidéo pour montrer une vision, on va dire, parcellaire de ce qu'on fait dans ce domaine-là au labo, ce que je peux dire, c'est que donc, nous avons un groupe de recherche plutôt orienté à la base sur le manufacturing, donc au sens fabrication, avec une très grosse composante sur les impressions 3D, la fabrication additive, à la fois du côté multiprocédé, multisecteur, mais aussi du côté expérimentation comme simulation numérique. Donc pour nous, c'est un passage continuel entre soit du virtuel au réel, soit du réel au virtuel, suivant les cas de figure. Donc en fait, en fabrication additive, hein, c'est bien connu qu'on passe à un moment donné du virtuel vers une réalisation physique. Donc l'équipe, elle est principalement, quasi exclusivement constituée d'ingénieurs de formation ou docteurs ingénieurs, à l'exclusion d'un collègue qui a été recruté il y a quelques temps de ça maintenant, en tant que permanent à Centrale, parce qu'il est, pourquoi je dis qu'il est atypique hein, par rapport au reste évidemment de l'équipe, hein, il est médecin, chirurgien, il est docteur en biofabrication, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, Luciano Vidal, qui est bien connu. Donc pour nous, c'est une vraie force parce que au-delà de
collaborer finalement entre les ingénieurs et les autres professionnels, et là, dans le cas présent de la santé, le domaine de la santé, eh bien finalement, c'est au jour le jour que l'on vit cette synergie entre ingénieurs et médecins. Et c'est aussi sans doute pour cette raison-là qu'on vient de plus en plus nous chercher sur un certain nombre de dossiers, de sujets. Alors, il est vrai que ce n'est pas la seule activité, le seul axe de l'équipe, puisque on a un laboratoire commun avec Naval Group, avec qui on fabrique des hélices de bateaux, par exemple, ou de sous-marins, d'autres applications sur des structures avions ou encore sur des TGV, sur des trains. Mais donc, du côté de la santé, on a aussi plusieurs projets, certains que l'on termine en ce moment, avec le CRTI, par exemple, sur les aspects de dermes, de muqueuses, puisqu'on a fait soutenir la semaine dernière une thèse co-encadrée, co-dirigée INSERM Centrale sur les muqueuses en biofabrication. On termine là un projet avec les collègues du Hermès sur des structures osseuses et en particulier sur un DIV, sur un disque intervertébral, ou encore avec un orthopédiste du CHU de Nantes, là, Vincent Crène, sur tout ce qui est définition automatisée de guides de coupe, et avec lui également une extension par rapport aussi à des choses qu'on a vues là, cet après-midi sur la chaîne numérique au sens large. Donc la fusion de données depuis des données qui viennent de scanners, d'imagerie scanner ou encore d'imagerie IRM, avec pour nous une finalité de réaliser physiquement la maquette. Alors souvent, donc, c'est une tumeur au niveau d'une structure osseuse, en tout cas sur la collaboration que j'évoque, hein, et de représenter physiquement cet objet de manière à faire abstraction des données numériques que viennent alimenter donc les scanners ou l'IRM. Encore d'autres applications, hein, où on a eu récemment des projets d'accepter dans le cadre de la FRM avec Maxime Mahé sur la bioimpression d'intestin liée à des maladies donc de cet organe, ou encore avec ICO, avec Sophie Lelièvre dans le cadre de l'INCA sur la bioimpression toujours d'organes on chip dans le cadre du cancer du sein. Bon, d'autres projets avec le LAS de Toulouse sur des aspects de pick and place. Enfin voilà, donc il y a énormément de projets. Donc nous, on n'a pas vraiment de spécialité en soi du côté de la santé, mais on a plutôt une vision ou une approche très transversale avec donc cette vision ingénieur-médecin. Bon voilà, il ne faut pas non plus que j'utilise trop le temps de parole. Donc ça, c'était pour un peu introduire finalement nos activités au niveau du labo. Et puis peut-être qu'à une autre occasion, vous aurez l'occasion de venir visiter physiquement. Donc je laisse la parole aux organisateurs pour lancer le petit film qui a été extrait d'une vision plus globale. À pouvoir, si vous avez des questions. Sur un tout autre secteur, il y a maintenant à peu près 5 ans, on a démarré une activité dans le domaine de la biofabrication. Donc, domaine de la biofabrication, donc quand on voit les hélices, les bateaux et autres à côté, je vais dire rien à voir, mais quand même, il y a toujours cette histoire de trajectoire, donc des trajectoires avec lesquelles on va jouer, mais cette fois-ci avec d'autres matériaux et une autre échelle. Donc, on va voir donc Luciano et Emmanuel. Donc Luciano est un cas un peu atypique chez nous, au sens où le reste de l'équipe sont des gens qui ont eu la formation d'ingénierie, et Luciano est médecin, chirurgien, et il a intégré Centrale en tant que permanent il y a maintenant quelques mois de ça. Et donc on a cette hybridation aussi en termes de compétences, à la fois ingénierie mais également médecine. Donc là, la machine qui nous sert à faire la biofabrication, eh bien, on l'a développée par nous-mêmes et on continue de la développer. Donc, on a ici une machine de précision, une machine 3 axes qui est dans un environnement confiné compte tenu des applications. Donc là, on a un projet avec des partenaires donc de l'INSERM pour réaliser un DIV, un disque intervertébral, donc ce que vous voyez sur la machine en fonctionnement, ou encore en termes de simulation sur les écrans.
Et ce projet, finalement, il est né de ce qu'on a vu tout à l'heure. Je vous ai parlé de moelleux au chocolat là, sur une des machines. Là aussi, on fait du moelleux au chocolat, même si ce n'est pas la même recette, ce ne sont pas les mêmes ingrédients. Pourquoi? Parce que ce disque intervertébral, donc au niveau de la colonne, on n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas la même structure si on regarde le disque à l'extérieur ou si on le regarde à cœur, si on regarde au milieu. Donc là aussi, on a développé un certain nombre d'outils, d'utilitaires, etc., de manière à mélanger les matériaux durant la fabrication. Et si vous vous rappelez ce qu'on a vu tout à l'heure en introduction sur les outils de simulation numérique, finalement, ces outils de simulation, ils nous ont servi à déterminer, à calculer les mélangeurs de manière à ce que ça se passe le mieux possible. Donc après, ici, il y a un certain nombre d'échantillons. Donc, ce sont des choses sur lesquelles on travaille aussi avec Luciano pour faire ce qu'on appelle des guides de coupe, lorsqu'on a besoin de venir intervenir de manière chirurgicale pour améliorer donc, les structures osseuses, remplacer les structures osseuses. Et puis, on vous parlera peut-être un peu plus tard, parce qu'on ne va pas le faire aujourd'hui, mais d'applications sur la réalisation de fémurs, mais on en reparlera plus tard. Voilà, je pense que j'ai essayé de tenir à peu près le timing là, des 20 minutes, puisque c'est le timing que Patrick m'avait donné. Donc, concernant je pense que c'est bon pour la vidéo. Et oui, tout à fait. Avec de l'équipe qui était… Ok, merci Stéphanie, tu peux l'arrêter. Merci Jean-Yves pour cet aperçu et on aurait vraiment adoré être dans vos locaux pour être au plus près et mieux cerner ces installations. Et voilà, on espère que le plan B aura satisfait l'ensemble des participants et ce n'est qu'un aperçu et promis, on reviendra vous voir dans vos locaux. Très bien. Est-ce que je vous remercie en tout cas pour votre intervention. Si vous avez des questions à distance, n'hésitez pas, c'est le moment, y compris pour l'ensemble des participants, enfin des intervenants qui nous ont présenté leur projet et leur sujet. N'hésitez pas à poser vos questions. On se prépare pour la dernière intervention avec Charlotte Nenny de Biotech Santé Bretagne. Charlotte va nous faire un petit aperçu des opportunités actuellement à votre disposition concernant le financement de projets ou la structuration de projets dans le domaine de la santé et du numérique, et pas forcément uniquement sur le jumeau numérique ou la simulation. Tout à fait, merci à toi. Simon. Oui, merci. Est-ce que je peux avoir la main? Merci bien. Pour partager mes slides que vous devez voir normalement. Il te reste 5 minutes, Charlotte. Oui, c'est à moi la lourde tâche de faire en sorte de terminer à l'heure. Je vais faire vite. Donc, effectivement, là, donc Charlotte Nenny, donc moi, je travaille à Biotech Santé Bretagne et je suis le relais du pôle de compétitivité Atlampol Biothérapie. Et avec une collègue, on contribue en tout cas à une plateforme qui s'appelle Genus et qui est en lien avec la stratégie d'accélération en santé numérique. Donc l'idée, c'était là au cours de la présentation de juste en tout cas de vous rappeler le lancement de cette stratégie qui est intervenue le 18 octobre et de vous signaler à être bien en veille sur des dispositifs de financement à venir puisque il devrait y en avoir en 2022. Alors évidemment, j'arrive pas à passer ma slide. Hop, voilà. Donc, vous avez dû voir ou entendre parler du plan Innovation Santé 2030 qui a été présenté par Emmanuel Macron le 29 juin 2021 dans le cadre du Conseil du CSIS Santé. Donc, c'est le Conseil stratégique des industries de santé. Donc, ce plan annoncé de 7 milliards d'euros est un plan très ambitieux qui a pour objectif de faire de la France la première industrie de santé européenne. Donc, cette slide a pour objectif de vous montrer un petit peu les différents plans ambitieux qui sont actuellement en cours. Certains ont démarré déjà un petit moment autour de la santé numérique en 2018 avec la feuille de route ministérielle du numérique en santé. Il y a eu le lancement du Ségur du numérique en santé l'année dernière.
Et aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu plus particulièrement de la stratégie du numérique en santé qui a donc été lancée le 18 octobre. Donc cette stratégie, elle a été construite sur une démarche collaborative. Donc il y a eu une consultation publique à laquelle tout acteur, qu'il soit public ou privé, a pu répondre. Donc 429 réponses et 46 entretiens ont permis en tout cas de ressortir des axes sur lesquels l'État a donc fléché des budgets. Donc l'ASASN, c'est 650 millions d'euros de budget avec des mesures qui s'adressent en tout cas aux 3 piliers de l'innovation que sont la recherche, la formation ou encore l'industrie. Je vais vous détailler plus particulièrement, et sans non plus rentrer trop dans le détail vu le temps, vu qu'on court un peu après le temps, mais sur 6 actions emblématiques. La première de 71 millions d'euros qui a trait à la formation. Donc là, l'idée étant de former en tout cas les étudiants à la santé numérique pour développer de nouvelles expertises qui sont très recherchées, que ce soit au niveau des établissements ou encore par les industriels. Un plan qui adresse la recherche qui est le PEPR. Donc, vous avez dû voir passer un premier PEPR avec en santé numérique un plan dirigé conjointement par l'INRIA et l'INSERM avec des thématiques entre autres de jumeaux numériques et une ambition entre autres aussi faire un jumeau numérique du patient de manière à délivrer le meilleur traitement au meilleur moment et à la meilleure personne. Donc là encore, il y aura d'autres dispositifs sur ces actions-là. Soutenir l'évaluation de la valeur ajoutée médicale et ou économique d'EDM logiciels. Donc là, il y a un appel à projet actuellement en cours qui clôture au mois de mars, qui est géré par BPI France. L'idée étant de démontrer la valeur et l'apport des solutions DM. L'année dernière, on était sur l'évaluation de dispositifs médicaux intégrant de l'intelligence artificielle. Cette année, le dispositif est également ouvert aux dispositifs médicaux numériques, donc sans IA. Donc là, on est sur des budgets de 20 millions d'euros par an, sachant qu'il y aura plusieurs vagues de ce dispositif. À noter que le pôle Atlampol Biothérapie est mobilisé plus particulièrement sur ce dispositif puisqu'on organise un concours qui vise à sélectionner les dossiers les plus prometteurs pour accompagner les porteurs et financer l'accompagnement par par un consultant pour faire le protocole d'étude. Donc on sera certainement mobilisé sur les prochaines vagues et en tout cas on s'attachera à diffuser l'information auprès des entreprises susceptibles d'être intéressées. Une autre mesure, alors qui reste assez vague, mais néanmoins sur laquelle on nourrit quand même beaucoup d'espoir, c'est la partie à destination des industriels et notamment le renforcement des aides à l'innovation ciblées sur les nouveaux usages du numérique, avec là des thématiques prioritaires, puisqu'il y a une réelle volonté de l'État de structurer une filière française autour de l'imagerie médicale. Donc là, soit mettre, je dirais, un peu le paquet sur des dispositifs existants et des thématiques phares, soit de nouveaux types de dispositifs. Mais en tout cas, tout ça est annoncé. Alors, en partie avec une ouverture. C'était noté 7 décembre. Néanmoins, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de retard, mais en tout cas, soit d'ici la fin de l'année, soit en tout cas rester en veille pour le début de l'année 2022. Faire émerger des tiers-lieux d'expérimentation. Alors là, en 2020, vous aviez dû voir passer un appel à projet qui s'appelait Structure 3.0. Mais là encore, pour les industriels, c'est quand même une information intéressante puisque on n'est pas sur un portage de projet par les industriels, mais bien par des centres d'expérimentation. Alors en 2020, c'était des structures, des établissements sociaux et médico-sociaux. Mais l'idée étant de finalement aider ces établissements à se structurer et à évaluer
évaluer et expérimenter les nouvelles solutions du numérique. Donc l'idée derrière étant d'avoir peut-être une sorte de catalogue, en tout cas d'établissements susceptibles de vous accompagner dans l'expérimentation de vos dispositifs. L'objectif étant de structurer, en tout cas, enfin, d'avoir 30 structures qui seraient retenues comme terrain d'expérimentation et d'évaluer une centaine de solutions d'ici 2025. Sixième action emblématique, c'est aussi là, au travers de différents dispositifs, d'accélérer la mise sur le marché, en tout cas des dispositifs médicaux. Et là, je ne l'ai pas précisé ici, mais c'est aussi, on pourra avoir des dispositifs aussi sur l'accompagnement au marquage CE des dispositifs médicaux. Sur les quelques dates clés, hein, donc le 18 octobre, c'était le lancement de la stratégie. Je ne vais pas reprendre toutes les dates, mais voilà, ce qu'on suit aussi particulièrement, c'est voilà, février, hein, publication de l'appel à projet comprenant des thématiques santé numérique dans le guichet Innov. Donc là, avec nouveaux usages du numérique et la thématique imagerie. Donc c'est quelque chose voilà, que l'on suit de près, ainsi qu'au premier trimestre 2022, ce que j'évoquais à l'instant, le lancement d'un appel à projet sur l'accompagnement réglementaire. Sur, là, on a aussi, nous, les pôles, un rôle, que ce soit Atlampol Biothérapie, Imagerie Réseau ou encore Biotech Santé Bretagne, un rôle aussi d'identification des dispositifs de financement. Donc, cette veille, on l'a fait. Enfin, vous avez certainement, vous voyez bien sûr passer des choses de vos côtés, que ce soit par les réseaux sociaux et autres newsletters, mais n'hésitez pas à consulter nos sites internet puisqu'on assure une veille des dispositifs de financement. Là, j'ai pas parlé des dispositifs régionaux ou encore d'autres dispositifs nationaux, voire européens, qui pourraient en tout cas servir à mettre en place vos projets d'innovation. Mais surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous aider à identifier les dispositifs de financement adéquats à vos projets. Une petite boîte à outils là où j'ai remis quelques éléments, hein. Le site internet Genius, vous devez le connaître maintenant, mais vous avez vraiment des informations intéressantes avec notamment des parcours guidés pour le référencement à mon espace santé, le Ségur, des informations aussi avec des sortes d'arbres décisionnels autour de la réglementation en e-santé et EDM. Donc c'est vraiment des informations précieuses, enfin voilà, pour un premier niveau, et puis qui vous donnent aussi les contacts vers les bons interlocuteurs. Je vous ai mis aussi le plan innovation santé 2030, le communiqué de presse vers le lancement de la stratégie d'accélération santé numérique, dans lequel vous retrouverez le détail de l'ensemble en tout cas des thématiques des appels à projets à venir. Le guide OSPI-UP, qui est un guide de collaboration hôpitaux start-up, très intéressant pour les entreprises du numérique qui souhaitent adresser le milieu hospitalier, puisque là, ce guide qui a été réalisé par le fonds de la Fédération hospitalière de France avec la contribution des CHU, en gros, l'idée, c'est vraiment de mieux se connaître et mieux se comprendre pour mieux collaborer. Et en tant qu'entreprise innovante, vous pouvez aussi déposer votre produit, enfin faire connaître votre produit sur cette plateforme. Et enfin, je termine par le Cyberlab Santé, qui est un catalogue qui référence en tout cas les services et les prestataires en cybersécurité à destination des acteurs de la santé, et qui est un document qui a été édité récemment par le pôle d'excellence cyber et Biotech Santé Bretagne. Donc voilà, ces documents et ces liens peuvent vous être utiles, et en tout cas, n'hésitez pas à revenir vers nous, que ce soit les collègues d'Imagerie Réseau ou d'Atlampol Biothérapie, si vous avez des questions. Je pense que voilà, j'ai 2 minutes de retard, mais j'ai fait au plus vite. Merci beaucoup, Charlotte. Mais 2 minutes, ça reste tout à fait acceptable, ne t'inquiète pas. Eh bien, écoutez, merci à tous. On a quelques petites, j'ai 2 petites annonces pour la suite. Si vous avez besoin de trouver des partenaires, si vous souhaitez rentrer en contact avec nos intervenants, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Vous avez donc Stéphanie Géromblet ou Linda Guerino qui pourront répondre à toutes vos sollicitations. Vous trouverez de toute façon les contacts sur le site web, sur les sites web Atlampol Biothérapie et Imagerie Réseau. Donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous pour toute information complémentaire.
Et puis, n'hésitez pas non plus à suivre l'actu et on espère, et promis, on se retrouvera en 2022 en présentiel en essayant de mettre en place un grand rendez-vous de santé dans l'Ouest avec des rencontres B2B et réseau de façon beaucoup plus pertinente et plus facilitée que ce que l'on peut faire en webinar. Donc toute l'équipe, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et à très bientôt en 2022. Merci à tous. Merci beaucoup.